Faut le mettre au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est le retour du podcast le moins régulier de France, et oui c'est bien Passe ton ballon, très heureux de vous retrouver pour le 7e épisode de cette saison 3, une saison décousue, mais vous le savez, nos obligations professionnelles et personnelles nous empêchent d'être aussi réguliers que les années précédentes. Mais comment aurions-nous pu ne pas revenir maintenant à 5 journées de la fin, et alors que l'OM est revenu hier à 5 points des méchants devant nous? Oui les amis, vous savez ce qu'on joue. Ce mot que je vais m'interdire de prononcer car il nous a guigné à chaque fois qu'on en a parlé, même si vous me direz l'OM n'a pas besoin de ça pour se guigner tout seul, mais enfin, comme Voldemort dans Harry Potter, on ne le dira pas pour ne pas réveiller la malédiction, mais on s'est tous compris, mesdames, messieurs, l'Olympique de Marseille joue bien et bien le mot qu'il ne faut pas prononcer. On va en débattre dans cette émission et bien sûr, comme à chaque épisode, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, dont le flow et l'accoutrement hier sur le stream de nos amis du Phocéen était grotesque, comme dirait n'importe quel Hubert qui commente les publications du conducteur ActuFoot. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Eh bien écoute, sprint final, on a mis le maillot d'une équipe qui n'a connu que des trophées depuis le début de sa création. Une équipe qui peut le dire, joue le mot chaque année. Elle par contre oui, joue le mot et le remporte même. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tu avais le haut de survêtement de cette magnifique équipe FSGT que sont les South Losers. Ouais, parce que du coup, problème de couleur vis-à-vis de mon polo que j'avais prévu à la base. Donc, on s'est replié vers les habits qu'il y avait dans la voiture. Et dans la voiture, il y avait donc le survêt des South avec les jolies initiales et la virgule de l'équipementier, du coup, cher au South. Avec nous également, celui qui était tout bougon, tout fâché, et qu'il a fallu convaincre de retourner au stade hier, parce qu'il faisait la gueule à son équipe. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Et oui, c'est rare que ça m'arrive, même les années Mitchell, Passy, etc. Je continue à aller au stade, et là, je sais pas, c'était la défaite contre Annecy, et plus le fait de prendre de l'âge, je me dis, mais pourquoi faire en fait? Mais bon, ça a duré qu'un match. Ça va, c'est... Ouais, c'est vrai. J'ai fait partie de ce boycott. On a boycotté ensemble Ama au M3. On n'était pas contents. Alors, ça dure. Ouais. Attends, parce que moi j'étais pas au courant de ça. Le nombre de fois où vous m'avez fait chier parce que j'ai dit que je voulais plus retourner au stade, là on est deuxième et vous dites je veux plus y aller. Non mais toi c'est pas pareil. Soit tu vas au stade, mais déjà tu regardes pas le match. Déjà. Voilà, Tu nous fais des blagues tout le long. Oui. Et voilà. tu ne veux pas y retourner. Nous on y retourne. Non, mais après, regarde, d'ailleurs, moi j'ai tenu ma promesse, je suis pas retourné. Vous, là, doublé de Vitinha, vas-y, on y retourne. Mais oui, moi, Bande de merde sans conviction. Là-dessus, ils m'ont remis dedans. La victoire à Lyon m'a remis dedans. J'ai dit, allez, c'est bon. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas remis les pieds. C'est toi qui devrais avoir honte. 3 ans que j'ai pas remis les pieds en Ouais, virage. n'inverse pas Au stade, j'y suis allé. moi j'ai raté un match, c'est tout. Justement, quitte à faire la grève, fais la grève jusqu'à la fin. Et Tant qu'on n'a c'est pas une remporté drogue, de on est bête, titre, on est j'y bête, retourne c'est pas. pour ça, on manque de rationalité quand il s'agit de ce club. Et tant mieux, peut-être. Et enfin, toujours présent, messieurs. Un homme qui ose dire les termes et en parler. Oui, selon lui, l'Olympique de Marseille joue bien le TITRE. Salut Merwan. On joue le titre. Bonsoir à tous. Non, il fallait pas le dire, Merwan. Non. Il a cassé 3 minutes 30 d'émission, il a tout flingué. Merwan, tu as prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Ah, ça va, évidemment qu'on joue le titre 5 points. Non, arrêtez. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver en tout cas. Eh bien, écoute, plaisir partagé, Merwan. Et on salue tous ceux qui sont là dans le chat, déjà inarrêtable. Quel magnifique pseudo. Y Olympique. Axel OM qui est là, qui nous dit après Aoulou et Birama Touré, seriez-vous surpris si Julien le Cardinal place un coup du scorpion de 25 mètres samedi? Oui, non, on serait même plus surpris. Ah, attention, Cardinal, on a joué contre lui en FSGT justement cette saison. Pas mauvais balle au pied pour un gardien. Attention. On parle de Julien, pas de Oui, Johan. Julien le Cardinal, pas Yo. Ah, j'ai entendu. Il faut à pardon. Lens. Mais voilà. Mais j'ai arrêté, je me suis pris une frappe de Johan Cardinal en pleine gueule. Ancien gardien de l'OGC Nice qui a encore de beaux restes, balle au pied. Franchement. Ouais, mais bon, son équipe a perdu comme tout le monde. Au reste aussi au niveau du ventre. Yanis93 qui est là, qui nous dit salut l'équipe. Yamat, on passe ton ballon, je sais pas qui c'est celui-là, on s'en fout. Les gars, programme assez chargé aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Passe ton ballon. On s'est pas vu depuis février et on sortait d'une victoire en Coupe de France face à Paris. Donc voilà, ça remonte. Et on va revenir aujourd'hui sur la victoire d'hier face à Auxerre, au terme d'un match un peu fou. On a tout ce qu'il fait devant ce match, même si ça a été difficile. Et on se demandera, les gars, est-ce que l'OM a sécurisé
sécurisé le podium ce week-end. On l'a vu, défaite de Monaco. L'OM a 9 points d'avance sur la 4e place, il reste 15 points en jeu. Est-ce que l'OM a sécurisé le podium? C'est ce qu'on se demandera, en tout cas en se projetant évidemment sur le prochain match à Lens samedi prochain qui sera très important. Et puis on se posera la question, messieurs, est-ce que la réussite de la saison de l'OM tient uniquement et simplement à cette 2e place, ou est-ce qu'elle est selon vous déjà réussie? On en parlera. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat, tous ceux qui sont présents, ce que vous en pensez, et réagir au débat. Bref, le programme est très chargé, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 3, épisode 7. C'est parti, Idriss, jingle. On va revenir, les gars, sur cette victoire hier face à la JOCR, mais en préambule, j'aimerais lancer un petit jeu, messieurs. Vous savez que j'aime bien lancer des petits trucs comme ça. L'OM doit recevoir Brest et Angers d'ici la fin de saison au Vélodrome, et je vous propose quelque chose, les gars. Je vous propose de deviner, un peu à la manière de ce qu'a fait Axel OM là, dans le chat, devinez quel sera le prochain joueur lambda de Ligue 1 à marquer d'une frappe pleine lucarne au Vélodrome. Alors j'ai des propositions à vous faire là. J'ai 4 noms à vous souffler. Vous me dites ce que vous en pensez sur les matchs face à Brest et face à Angers. Je vous propose du Sada Thioub. Je vous propose du Mia Blazic. Je ne sais même pas qui c'est. Du Brendan Chardonnay. Ou encore du Lilian Brassier. Messieurs, qui sera l'auteur d'une reprise de volée de 30 mètres en pleine lucarne? Faites vos jeux. Haris Belkebla avec toute sa famille dans la tribune. Florian Chabrol, dernière journée contre nous, il a marqué, vous allez voir. Bah, c'est Putain, bien, c'est vrai, oui. c'est bien, on a dit au Vélodrome, Ama, c'est bien, tu suis. Non mais franchement, ça compte aussi parce que Je tapais, toi. ça y a une bonne tête, ça. Ouais, j'aime bien. Merwan? Sada Thioub parce qu'il a quand même la meilleure gestuelle de Ligue 1 quand il court. C'est vrai. Nous, on a Sada Thioub, donc ouais, non, French Patrimoine. Dites-nous dans le chat un petit pronostic là sur le buteur, un mec qui va planter une lucarne. Là. Parce qu'on a quand même eu cette saison, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite compile qui a tourné sur Twitter là aujourd'hui. On a pris des volets en lucarne de Birama Touré. Il y a eu qui encore? Il y a eu Les Milou là. Les Milou à la 2e journée. Raoulou, Gamero. Il y en a qui ont compté le petit enroulé de Trincao aussi en Ligue des Champions. Ouais, mais Trincao, ça va, c'est un bon joueur. C'est Ligue des Champions, tu te dis ça. Contre Lens, il n'y a pas d'Acosta qui a mis un méchant. Oui, contré par Balerdi. Ouais. Par contre 30. Alors dans le chat, on a du Thioub, Thioub des 25 mètres, Tertios, Yanis, Sadia Thioub nous avait mis un golasso au stade des Costières la dernière année, Garcia. Putain, je m'en souviens, c'est vrai. Antonin Maubichon, mais il est plus en L1. Oui, Antonin Maubichon, c'est exactement ça. Ça rentre parfaitement dans cette optique. Oui, il est en Ligue 2, là, je sais plus, ou je sais pas, Laval ou un truc comme ça. Ouais, il est à Laval, ouais. Bah, écoutez, si un jour on reçoit Laval, vous savez qu'Anthony Bobichon mettra sa lucarne au Vélodrome. Les gars, on va revenir plus sérieusement sur le match d'hier. Cette belle victoire donc 2-1 face à la GIA, ça n'a pas été facile du tout. On a beaucoup souffert, les gars. Au stade, il y avait une tension qui était très palpable. Mais la délivrance a été à la hauteur de cette tension. Ça a été une deuxième mi-temps avec une ambiance assez folle. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une ambiance comme ça au Vélodrome. C'était très plaisant à voir. Et j'ai envie de vous demander, les gars, pour lancer un petit peu le débat sur ce match, est-ce que finalement, ce n'est pas une victoire et un match dans sa globalité qui symbolise l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor? L'efficacité, le style de jeu aussi, ou les vagues successives. Oui, j'allais dire dans le style de jeu, dans le sens où ils sont très très généreux. Tu peux dire tout ce que tu veux sur cette équipe, mais ils se donnent. Là, pour le coup, tu pourras pas leur reprocher ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux leur reprocher le manque d'efficacité ou même ce côté un peu tranchant, tueur dans les 30 derniers mètres, ça rendait fou par moment vu du stade. Heureusement que, comme face à Lyon, on a réussi à trouver la clé à la fin du match. Mais oui, parfois, tu as envie de taper la tête contre le mur. Vraiment. Donc, c'est à l'image de cette équipe. On l'aime, comme on peut parfois la détester par séquence, quoi. Cette inefficacité, ça nous a suivis cette saison au final. Même la semaine dernière à Lyon, on a failli le payer très cher. Oui et non. Après, oui, évidemment, je suis d'accord avec vous parce qu'au final, c'est un match que l'OM domine de la tête et des épaules hier, mais ne marque pas. Mais je trouve que comparé à d'autres matchs cette saison, on a quand même eu pas mal de situations hier, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, dans le jeu. Je trouve que dans le jeu, on a quand même des difficultés pour être en bonne position. C'est souvent des situations, des demi-situations, des demi-occasions. Et c'est vrai que hier, moi, tu vois, j'ai plutôt apprécié le fait qu'on ait autant d'occasions, parce que c'est vraiment pas la norme. Et le match de Vitinha, je tiens aussi à le souligner par rapport à ça, tu vois. Parce que c'est peut-être aussi un axe d'amélioration de cet OM, le fait d'installer un 9. Donc oui, c'est à notre image, parce que voilà, il y a plein de matchs que tu te dis, bon, voilà, tu as une maîtrise, mais tu n'arrives pas forcément à la concrétiser. Mais non, dans le même temps, parce que je trouve que tu as quand même eu plus d'occasions qu'habituellement.
Idriss, toi qui as commenté le match vêtu d'un superbe survêt, quel est ton ressenti, toi qui étais devant la télé, contrairement à moi qui étais au stade? Est-ce que tu as les mêmes visions? Non, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Merwan. Moi, je suis content du visage affiché. J'étais très inquiet, moi, avant le match de 3, parce que je trouvais qu'on était dans une crise déjà de résultats, mais surtout de jeu. Donc l'un va avec l'autre. Mais parfois, on se raccrochait à un résultat en disant « Bon, allez, aujourd'hui, on l'a pris à l'arrache, on verra la prochaine fois ». Pour moi, c'était le cas de 3. Je trouvais pas que c'était un bon match. C'était un match où on avait été réaliste. Mais je trouvais que nos occasions, comme l'a dit Merwan, étaient plus dues au fait de la faiblesse de ce qu'il y avait en face et de notre récupération haute qu'une vraie construction. À Lyon, j'ai vu un petit mélange des deux, avec l'avantage d'une équipe de Lyon qui a ouvert pas mal le jeu, donc qui a laissé pas mal d'espace. Donc est-ce qu'on pouvait vraiment tirer des enseignements? Hier, certes, l'adversité était faible, même s'il y avait pour moi le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 du côté d'Auxerre. Mais sinon, non, j'ai vu un OM assez conquérant et avec de la suite dans les idées. Et il y a un détail pour moi qui n'en est pas vraiment un, c'est l'absence de Nuno Tavares. Celle-ci a permis, avec la présence de Caboret sur le terrain, de libérer Jordan Vertou, qui n'a plus besoin de jouer latéral gauche pour combler les montées de son piston portugais, et qui se concentre donc dans la construction au milieu de terrain. Et je trouve, personnellement, je sais que c'est un point de désaccord qu'on a beaucoup avec les copains phocéens, mais je trouve que Jordan Vertou fait une année 2023 absolument incroyable. Par rapport au joueur qu'il est, hein, pas par rapport à un joueur de Ligue 1, mais je trouve qu'il fait une excellente saison, une excellente année civile. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier. On parlera des individualités un peu plus tard, les gars. Restons sur le collectif. On évoquera Verretou avec plaisir. Mais sur la dynamique, les gars, cette victoire, elle s'inscrit un petit peu, c'est ce que tu disais aussi, Idriss, dans une dynamique de jeu qui est en nette amélioration. On l'a vu à Lyon, où l'OM gagne avec un scénario un peu fou, mais la physionomie du match ne laissait entrevoir rien d'autre qu'une victoire de l'OM, tant on était supérieur aux Lyonnais. Bon, le match face à l'Estac, l'équipe était hyper faible en face, mais quand même, tu es globalement largement au-dessus et tu te procures les occasions qu'il faut. Finalement, ça fait 3 matchs consécutifs. Là, il faut remonter au match face à Lorient, où là, par contre, c'était vraiment pas bon. Ça fait 3 matchs consécutifs que oui, c'était nul. Ouais. Que l'OM est mieux dans le jeu, et ça se sent au niveau du résultat. Vous sentez aussi ce mieux, les gars, notamment au niveau de la dynamique? J'ai sorti une stat hier au Phocéen, juste pour reparler rapide du match de Lorient. Laurent Abergel a manqué 9 matchs cette saison avec Lorient. Ils en ont perdu 8 et ils ont fait un match nul. Je vous laisse deviner l'identité du club qui a fait match nul. Étouffe-toi, vas-y. Ouais, en plus, voilà. C'est comme la stat de Richarlison qui a mis 2 buts dans la saison. Moi, c'était avant le match d'hier. 2 buts dans la saison, les 2 contre l'OM. Je crois que j'ai coupé quelqu'un qui allait parler. Non, vas-y, Merwan, je respire. Bon courage, Idriss. Non, mais sinon, bien sûr que tu es quand même dans une embellie parce que tu partais quand même de très bas dans le jeu depuis le début de l'année civile. Moi, je trouve encore que... vous connaissez peut-être un petit peu mon avis, mais je trouve en tout cas que dans le jeu, en tout cas, cet homme ne me fait pas rêver. Je trouve que tu es quand même hyper dépendant d'un jeu avec les pistons. Et pour le coup, sur les derniers matchs, dans des oppositions qui sont plutôt faibles, sincèrement, on ne va pas se mentir, tu as pu jouer ton jeu, c'est-à-dire en transition avec des pistons libérés, et on remarque la quasi-exclusivité de nos situations, c'est quand même en transition et rarement sur jeu placé, et ça c'est quand même à l'échelle de la saison. Et sincèrement, oui, là aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'intensité, tu étais largement mieux. Idriss a souligné le match de Verretou qui pour moi fait une saison somme toute banale, pour le coup, parce que certes il en est amélioration, mais pour moi c'est quand même en deçà de ce qu'on doit attendre d'un milieu de terrain à l'OM, oui. Et je trouve que ce soit avec Rongier. T'as raison, c'est juste que par rapport à ce qu'il a montré en début de saison, je trouve que son année 2023 est époustouflante. Mais en soi, t'as raison, ça reste insuffisant. Largement mieux. Et oui, donc pour le coup, t'as enfin pu jouer ton jeu, et peut-être aussi que cette stade de l'OM à l'extérieur, qui est, je crois, la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, c'est aussi parce que, justement, quand t'es pas dans tes bases, t'es beaucoup plus à même de jouer en transition. Et c'est aussi ce qui manque à cet OM, c'est-à-dire ce plan B. Et hier, pour le coup, tu as pu jouer ton plan A, ça s'est bien déroulé, il y a eu plus d'intensité, une meilleure équipe avec et sans ballon. Tu as aussi un numéro 9 qui, je trouve, fait du bien. Sincèrement, Vitinha, dans ses appels, dans sa combativité, il apporte quelque chose qu'on n'avait pas. Certes, voilà, c'est pas encore parfait devant la cage, mais sincèrement, c'est quand même beaucoup mieux. Tu as enfin des situations.
Et ça marque quand même une vraie différence avec une tripotée de matchs qu'on a vu depuis janvier. On a Olympique qui nous dit le son déconne, les gars. Je sais pas, Idriss, s'il y a des problèmes de son. En tout j'ai cas, rien, moi j'ai rien, apparemment voilà. tout est vert ici, je sais pas. Bon, alors dites-nous dans le chat si jamais il y a d'autres problèmes de son. Idriss se penchera Non, dessus. j'ai vu, mais j'ai rien qui est signalé ici, Ok. donc je peux pas. Bon. Tant mieux. On salue Rafik aussi qui est arrivé, Kusok. Alilou qui a souffert. Oui, souffert dans le sens où c'était un match difficile. C'était frustrant, quoi. Plus frustrant que de la souffrance. Je précise, Alilou, pour le descriptif du match face à la GIA d'hier. Est-ce que les gars, sur l'Ambelli, il y a peut-être aussi la dimension physique à prendre en compte, où on avait le sentiment que l'équipe était un petit peu émoussée peut-être lors des précédentes semaines, et depuis quelques matchs, ça va mieux aussi, non? Je suis complètement désaccord. Ah, vas-y. Il n'y a pas un match où je nous ai vus émoussés ou physiquement fatigués. Je vous ai surtout vu en panne d'idées et en panne de créativité. D'accord. Il n'y a pas un match où je me suis dit, putain, ils ont l'air cramés. Vraiment pas un seul. Hein. Depuis Annecy ou depuis Paris, pas une seule fois, je me suis dit, ils sont cramés. Vraiment. À la limite, Montpellier, je peux peut-être ne pas parler parce que j'ai pas vu le match. Mais sinon, tous les autres, c'est juste parce que je nous trouvais juste plat et mou. Et c'est pour ça que je te dis que le match d'hier m'a réconcilié un peu dans mes ambitions de fin de saison. C'est parce que hier, j'ai vu, comme au début de saison, à chaque fois qu'un mec avait le ballon, il avait 3-4 solutions avec des mecs en pleine course qui allaient chercher dans le dos de la défense quelque chose. Ce que je voyais plus depuis plusieurs semaines. Je suis d'accord avec Idriss. J'ai jamais trouvé que la dimension physique a été un problème cette saison globalement à l'OM. Sur les derniers matchs, j'avais plus l'impression de revivre le manque d'inspiration qu'on a pu vivre un peu l'année dernière sur certains matchs de Sampaoli où ça devenait un peu une caricature, où vraiment tu faisais passe et tu n'arrivais pas à trouver la faille. Là, au moins hier, comme l'a dit Idriss, il y avait pas mal de solutions qui étaient proposées aux porteurs de balles. Ça se voyait très bien vu du stade, notamment les pistons, Caboret, Klos notamment, ont vraiment bien tenu ce rôle. Et quand c'était eux qui étaient à la passe, un mec comme Sanchez, qui n'a certes pas fait un grand match, mais il n'a pas hésité justement à s'engouffrer souvent dans la brèche pour se proposer et faire des appels de balles tranchants. Donc forcément, quand il y a plus de mouvement, on crée plus de danger. Donc non, c'était surtout la panne d'inspiration au niveau technique, créatif, qui posait plus de problèmes ces dernières semaines. On a une petite devinette proposée par Dutch of Marseille, qui est dans l'effectif à égalité de buts avec Tavares. J'analyse comme Tavares était incapable de faire une passe décisive. Réponse CSC. C'est-à-dire qu'on a pris plus de coups, on a encaissé on a marqué sur des contre son camp. Si je comprends bien. C'est-à-dire que les équipes adverses nous ont donné autant de buts que Tavares. Tavares, il a 5 ou 6 buts. Voilà, il a mis réponse, c'est ça. Oui, CSC. Tavares, les gars, faudra qu'on en parle, mais c'était. Je le supporte plus. Voilà. Voilà, c'est clair, je le supporte plus. Pour nous, 6 buts. Ah ouais, si, on a marqué donc sur 6 contre son camp. Putain, mais c'est énorme. J'en ai même pas un en tête en plus. Ok, bah écoute, Gusto, Dutch of Marseille, si tu nous sors. Donne-nous la liste des buteurs, parce que là, donne-nous la liste des buts et tu gagnes rien, mais voilà, tu gagneras notre estime. Et si une imitation de Courbis en direct par. Ah oui, voilà, si tu nous envoies la liste, tu aurais 10 secondes de Roland Courbis par Idriss. Ça te va, Idriss? Ouais, ça va. Hein. Ouais. Dès que je peux faire Courbis, moi je suis content. Oh, mais il y avait déjà Lyon la semaine passée avec le but là de. Oui, c'est vrai, ça fait un déjà. Oui, non, mais j'ai dit Gusto, pardon, et après. Après, je les ai plus. On parlera de Tavares plus tard, les gars. On fera un petit volet sur les individualités. Restons sur le collectif. On a parlé du physique, on a parlé de l'efficacité, de l'inefficacité, pardon. Il y a aussi parfois ce qu'on a vu hier aussi, les gars, ce jeu qui est un peu stéréotypé, on décale sur le côté, on essaie de centrer. Je rappelle la stat, 49 centres tentés hier, seulement 18 de réussis. On peut parler aussi d'un manque de percussion, de créativité au milieu. On parlait de Verretou, Rongier aussi, on sait que c'est pas un manque fort. de frappe à l'entrée de la surface. Rongier, je l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui me rend fou vu du stade là, quand il a le ballon au 25 mètres, c'est vrai qu'il veut pas tirer, il fait la passe tout le temps, ça me rend dingue, mais vraiment. Par contre, il a peur des fois quand il prend le ballon ou quand il fait une passe, mais littéralement, tu vois, tu as l'impression que vraiment il n'est pas serein ou qu'il essaye de transmettre le plus vite possible dans certaines zones, tu vois. Ouais, exactement. Et je comprends pas, vraiment, je comprends. J'ai pas d'explication rationnelle. Si tu en as une, je veux bien l'écouter. Non, franchement, j'en sais rien, mais après, vous savez, on a souvent, certains en tout cas parlent
la qualité de l'effectif, de ce manque de créatif, mais je ne suis pas sûr qu'en fait ils aient de la place dans cet OM. Et souvent, quand on pointe le milieu, en fait, je sais pas ce qu'on doit. Enfin, je ne sais pas ce que Tudor attendait dans l'idéal sur le registre créatif. Moi, je suis pas sûr, en dehors de Jordan Verret et tout, que les deux soient responsabilisés, enfin, du moins Rongier soit responsabilisé dans un quelconque apport offensif. Je trouve qu'ils sont quand même extrêmement mobilisés avec et sans ballon, parce que sincèrement, ce milieu à deux là, il doit couvrir des espaces franchement pas possibles. Je sais pas, en fait, si on peut dire qu'à un moment donné, ce milieu-là était en manque d'idées. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que notre milieu n'est pas responsabilisé en fait avec ballon. Et tout simplement, on va essayer de créer des triangles sur les côtés, créer le redoublement avec soit un membre du double pivot derrière l'attaquant et le piston à côté. Et puis derrière, c'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce jeu stéréotypé-là, il vient aussi du fait que on a un plan A, mais le plan B derrière, c'est un peu plus compliqué. Et le renouveau aussi, il tombe un peu avec... le seul moment, en tout cas dans la saison, où Tudor a effectué des changements. Je pense notamment à l'incorporation de Caboret. Contre Lyon, tu avais Balerdi qui a été incorporé dans ce rôle un petit peu flottant dans la défense, l'incorporation de Vitinha aussi devant, la redescente de Sanchez. Mais sincèrement, je ne sais pas en fait si on peut attendre de la créativité de cette équipe. Pour moi, ça se mise quand même avant tout sur de l'intensité. Et on voit quand même la différence entre les matchs où on n'est pas cramé physiquement, mais où on marche, entre guillemets, et les matchs où sans ballon et avec ballon, on court beaucoup plus. Et pour moi, elle est là la variable en fait, de l'OM cette saison. Quand est-ce qu'on court, quand est-ce qu'on court pas? Et je pense que ça décide un bon nombre de nos matchs cette saison. Oui, Marwan a raison. Ouais, mais du coup, la créativité, comment elle pourrait augmenter avec les deux devants qui changeraient? Par exemple, un retour d'Ounaï, d'Harit, enfin, ça serait quoi selon toi? La saison des deux est terminée. Oui, non, je sais, non, mais je me projette déjà dans le futur. Mais, non, mais parce que des fois, c'est des questions qu'on me pose aux Phocéens. Harit, lui, voulait revenir avant la fin de saison. Il est même très, très en avance sur son programme. Mais le staff ne va prendre aucun risque et va le laisser au frigo tout l'été. Et Ounaï, de toute façon, il avait pris 2 mois dans la bouche. Donc, voilà. Pour te répondre, à moi, en fait, je suis pas sûr. En fait, tu sais, j'en parlais avec Max Vandrel rapidement dans des échanges Twitter, où finalement, lui disait que on n'a pas le choix finalement que de passer sur les ailes parce que cet effectif ne compose pas de créatifs. Mais je pense qu'en fait, Tudor estime ne pas en avoir besoin dans son plan de jeu. On voit, il avait Payet, il avait Gerson, c'était pas forcément des joueurs sur lesquels il compte cette saison, et c'est ses choix, c'est les choix du coach. Ounaï, quand il pouvait l'utiliser, il l'a pas fait. Malinowski, qui n'est pas forcément un créatif par essence, mais qui est capable de l'être, voilà, on voit aussi qu'il s'en passe actuellement. Guendouzi, on voit bien aussi qu'il a du mal à trouver sa place dans ce système-là. Donc finalement, moi je demande, est-ce que finalement les créatifs dans cette équipe ne sont tout simplement pas nécessaires ou finalement désirés par Tudor? En tout cas, les créatifs par nature, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de faire des choses sur le terrain. Mais est-ce que finalement, ce qu'on ne cherche pas, c'est plutôt des joueurs qui sont capables de mieux couvrir le terrain, d'être plus présents dans les duels, de savoir tenir un ballon à haute intensité, de mener les transitions offensives-défensives de meilleure manière que ce qu'on a actuellement? Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que peut-être que ce débat-là, on le perd parce que, Harit, c'est pas non plus un créatif par essence, c'est avant tout un mec qui va créer le décalage. Et finalement, derrière, je trouve que ça interroge quand même. Parce que hier, moi, quand je regardais le match, et pour moi, c'est une des grosses limites de cette saison, c'est si on n'arrive pas à passer par les pistons, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Et Klose, aussi critiquable qu'il soit, parce qu'il vendange un nombre de situations incroyables, on voit quand même que ça passe quasi exclusivement par lui. On voit que quand on change Tavares par Caboret, on voit que l'équipe, quand même, elle change. Donc moi, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Désolé si je dévie un petit peu du conducteur, Matt. Non, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un débat qui a mené, en tout cas, dans cette OM. Oui, ça vient aussi du fait de la neutralité au niveau créatif, balle au pied de tes deux milieux qui sont Verretou et Rongier. Et le fait que tes pistons sont tes seules solutions via leur combinaison avec les deux devant qui entourent l'attaquant pour essayer de créer un décalage. Mais ça vient surtout du profil de tes joueurs et pas forcément du système dans lequel le coach les met en place. Mais du coup, comment est-ce que tu penses que Tudor responsabilise les milieux? Parce que je pense, encore une fois, que les profils qui seront visés au mercato, c'est des joueurs capables d'assumer cette intensité-là, mais peut-être d'apporter un peu plus de justesse technique. Et c'est, je pense, ce qui manque à ce milieu de terrain. Mais en termes de créativité, tu penses vraiment que Tudor, il en attend plus d'eux?
Je pense qu'il se contente vis-à-vis de ce qu'il a. De ça, tu le disais, au milieu de terrain, on regarde les solutions derrière Rongier et Verretou, c'est Guendouzi et Pape Gueye au début de saison en tout cas, qui sont pas non plus des créatifs. Donc autant prendre des mecs qui peuvent courir 35 km par match et qui vont, eux, couvrir les montées des autres. Parce qu'au final, Verretou, il a passé toute la saison à couvrir Nuno Tavares qui montait, et Rongier, il a fait pareil avec Mbemba de l'autre côté. Donc, Ouais, après, pour moi, au c'est final- dans le plan. Ça, c'est dans le plan parce que tu peux pas jouer sans compenser quand tu responsabilises autant de défenseurs Oui. trop. Oui, mais Tu du vois. coup, ça a transformé sur trop de matchs Nuno Tavares qui était plus un piston, mais un ailier pur, parce qu'il défendait plus. Parce qu'il avait toujours Verretou, il défendait sur attaque placée de l'adversaire, pardon. Mais il se retrouvait plus en position de défendre. Comme Mbemba. Donc, comme Mbemba, dans une moindre mesure, bien évidemment. Mais l'étape d'après, comme tu dis, c'est d'avoir des joueurs qui peuvent avoir ce volume de jeu, voire un peu moins, tout en étant capable de créer le danger par le dribble ou par la passe ou par la course, mais dès le milieu de terrain. Et de pas juste servir de passe-plat, pardon. Ok. Non, je suis d'accord avec Idriss. Autant je veux bien que tu dors ainsi sur le volume de jeu, le pressing, les courses à haute intensité, etc., tout ce que tu veux, mais je ne peux pas croire, il est lucide, je ne peux pas croire qu'il se contente de ça au niveau créatif de ses milieux, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense par exemple qu'un mec comme Malinowski, même si c'est pas forcément le créatif pur et dur, il en attendait peut-être un peu plus, et c'est peut-être pour ça qu'il joue un peu moins ces derniers temps, parce qu'il est un peu déçu de son apport. Et l'année prochaine, si tu veux franchir un palier, tu peux pas te contenter juste de mecs qui ont envie, entre guillemets. Il faut à un moment donné quelqu'un qui va te faire la diff balle au pied, que ça soit par la passe, le dribble, le tir, etc. Là, c'est vraiment la grosse limite de cet OM cette année, même si les résultats sont globalement satisfaisants. Messieurs, on a la liste des contre son camp que nous a envoyé Yanis, qui a dévancé Dutch of Marseille. Les CSC en Ligue 1 cette saison pour l'OM. Donc on a Maxime Estève. Alors celui-là, j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Ah oui, à Montpellier, ouais. Ouais, à Montpellier, mais je ne m'en souviens pas. Honnêtement, aucun souvenir. On a Malo Gusto, qui est arrivé tout récemment. Nico Palois, Nantes, sur un pressing de Luis Suarez, feu Luis Suarez. On a du Wout Faes, alors ça j'en ai aucun souvenir. Ah oui, le centre de Klose que Wout Faes met directement dans les cages. Là je m'en souviens. Premier but de la saison. Ouais. Oui. On a du Joao Victor, ça je m'en souviens aussi. Ah oui, le mec qui est prêté par Benfica là à Nantes. Ouais. Qui a été catastrophique samedi d'ailleurs en finale de la Coupe de France. Et on a Nicolas Hyssen, ça oui je m'en souviens. Nicolas Hyssen, c'est la famille. Ouais, c'est le plus beau. Je pense que c'est le plus beau Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, c'est tellement la famille. Oh, ce match au Vélodrome, il avait rien, il avait pas envie d'être là, il s'en foutait, c'était la famille. Donc on a les 6, donc une imitation de Roland Courbis peut tomber à n'importe quel moment dans cette émission pour vous remercier. Ça peut tomber comme ça peut ne pas tomber. Mais attention. Messieurs, on a parlé de ce manque de créativité au milieu. Est-ce que vous voyez d'autres carences dans le jeu offensif de l'OM ? Bah oui. Alors, c'est pas forcément négatif parce que hier on a gagné, on est deuxième, etc. Mais vous savez, on essaie toujours de prendre du recul, prendre de la hauteur dans cette émission, donc d'essayer de déceler ce qui des fois ne marche pas. Est-ce qu'il y a, les gars, d'autres carences que vous voyez ? Tu disais oui, Idriss, je t'en prie. Un créateur penchant à Under. Ce qui aurait dû être Aminarit. On a passé toute la première partie de saison à se dire il faut un penchant à Aminarit, et c'est quand Harit se blesse que Under se réveille. C'est enfoiré. Alors que si tu avais un trio offensif Under, Harit, Sanchez, le Under qu'on a là depuis janvier avec Harit et Sanchez sur deux jambes, oui, c'est sûr que le rendement offensif de l'équipe l'aurait été tout autre. Plutôt que de s'entêter avec Matteo Guendouzi et Malinowski, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qui peinent quand même à trouver une vraie vitesse de croisière dans cette équipe. Donc oui, bien sûr qu'offensivement, tout ne dépend pas que de la paire Ronge-Tout au milieu de terrain et de l'appréciation de Klose et Tavares. Ça vient, pour moi en tout cas, surtout du troisième offensif avec Under et Sanchez. Et sincèrement, vous pensez pas qu'avec ce qu'on a à disposition, offensivement, on doit faire mieux ? Parce que, je suis désolé, mais à part avec les pistons, on ne tente rien. On voit tous les matchs. J'ai pas envie de sortir la traîne. Regardez les matchs.
Mais sincèrement, dans le jeu, j'avais regardé la statistique, on est, je crois, la 9 ou la 10e équipe de Ligue 1. Ouais. Et sincèrement, je veux bien que cet effectif a des carences, évidemment qu'il en a, et pas que des petites, d'accord. Mais quand même, tu as Alexis Sanchez, tu as Vitinha, tu as Under. Sincèrement, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient bien les avoir, tu vois. Et je trouve qu'en tout cas que dans le jeu, quand Klose, et c'est pour ça aussi qu'on tombe sur eux, et ça on le disait déjà au mois de septembre, au mois d'octobre, si les Pistons sont muselés, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien. Et tu regardes, je crois qu'on est aussi l'équipe la plus décisive sur coup de pied arrêté. Oui. Et je crois vraiment loin devant, et c'est une proportion quand même assez importante de nos buts. Et donc, moi, je trouve que oui, on peut dire Under, il peut faire mieux, et il doit faire mieux, parce que, je l'ai toujours dit, hein, c'est une solution par défaut, et je trouve qu'il surperforme, enfin, en tout cas, qu'il performe très très bien à cette position-là. Mais derrière, en fait, ce n'est pas son poste. Et je trouve que tu as le matériel pour faire plus avec Malinowski, avec Sanchez, avec Vitinha. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les états d'âme aussi d'Alexis Sanchez, je pense qu'il le sait aussi, ça. Alors, Alexis Sanchez, en tout cas, la petite interview commandée à ESPN là, était magnifique. Mais il y a 90% de chances pour qu'il reste à l'OM. Hein. Ouais, bah, en tout cas, en interne, quand tu leur demandes, mais il reste Alexis, bah, ouais, on a un match important, là, on peut pas trop en parler. Donc, Ouais, non, parce qu'il va gratter sa petite augmentation. Voilà. mais sauf tremblement de terre, il va rester. Hein. Ok, bah, du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'on cible vraiment Openda, par exemple, enfin, du moins qu'on supervise vraiment, et Balogun, parce que tu viens de recruter Vitinha, je vois pas où est-ce que les deux cohabiteraient dans un 11 titulaire, sachant que Vitinha a coûté quand même 32 millions d'euros avec bonus, et Balogun coûterait grosso modo pareil, je pense au minimum. Parce que tu veux étoffer le secteur, parce que tu comptes, on en a déjà parlé ici, sur les ventes de Guendouzi et d'Under, qui va être amené à partir, que tu n'es pas convaincu de l'état dans lequel Harit va arriver, et que tu ne veux pas te retrouver trop court en septembre. Moi, il n'y aura pas beaucoup de recrues dans le secteur offensif en début de saison prochaine. Quand tu étoffes le secteur, Idriss, tu prends pas un mec que tu mets dans les pattes du plus gros transfert de ton histoire. Mais tu le mets pas dans les pattes. Pourquoi tu le mettrais dans les pattes? Mais dans le système Tudor, Balogun, il peut très bien jouer avec Vitinha devant. J'ai du mal à voir comment, mais écoute, moi je demande. Derrière. Derrière. Ils peuvent se succéder. Vitinha, il est partout de toute façon sur le terrain. Ils peuvent très bien se succéder devant. Dans ce cas, ce serait un gros changement dans le système de jeu, parce qu'aujourd'hui, tu n'as jamais joué à ce point. Même quand tu as Sanchez, Vitinha et Balogun. Igor Tudor a déjà dit qu'il avait déjà réfléchi à changer pas mal de choses dans sa façon d'aborder les matchs et tout, mais qu'il voulait pas chambouler le système qu'il avait mis en place et la méthodologie qu'il avait mis en place avec son vestiaire cette saison. Peut-être que cet été, il serait pas non plus à tout renverser, mais que lui aussi, il va commencer à modifier certaines choses par rapport à la Ligue 1 et par rapport à ce qu'il a observé tout au long de la saison. Parce que là, il a tellement mis son équipe dans un tunnel que changer pour lui, c'est compliqué. Mais voilà, qui sait ce qui peut se passer cet été? Je demande à voir, parce qu'avec Vitinha, avec Balogun, avec Sanchez, avec Harit, avec Malinowski, moi je veux bien, mais si tu recrutes que des titulaires, au bout d'un moment, ça va clasher dans la saison. Mais c'est à ça que devrait ressembler un vestiaire d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Je trouve pas, parce que aussi, dans la position de ton mercato, tu dois quand même ménager les égos. Et si tu promets, parce que je suis désolé, Malinowski, quand il arrive, tu lui dis tu vas jouer à tous les matchs ou tu vas jouer une grande partie des matchs. Mais force est de constater sur ces 6 mois qu'il a été titulaire ultra souvent et que le rendu n'a pas toujours été exceptionnel. Donc tu peux aussi dire à Malinowski, tonton, il y a lui qui arrive, si t'es pas performant, tu vas aller tourner sur le banc. Non, il n'y a pas de souci, mais au final, il y aura quand même trop de place pour trop de titulaires indiscutables. Mais je préfère avoir des problèmes de riches plutôt que de te dire début novembre, quand tu vas recevoir le Bayern, ah putain, on va devoir mettre Guendouzi ou Pape Gueye derrière Sanchez et Vitinha parce que t'as pas voulu froisser les égos. Non, mais c'est pas des problèmes de riches, c'est que derrière, en fait, Balogun, tu mets pas 30 millions dessus à un poste auquel il a jamais joué. Est-ce que on n'a pas sondé le marché sur Balogun et Openda en cas de départ d'Alexis aussi et je peux aussi vous dire que même si c'est pas dit que un des deux soit là cet été. Moi j'ai du mal à y croire. Je vais même te dire que je me coupe une couille si Openda si à l'OM. Oui, Openda, mais allez plus Balogun, c'est vrai que Balogun, franchement, je sais qu'on s'entend bien avec Arsenal, mais j'y crois pas une seconde. Beaucoup de mal à imaginer la faisabilité de ce transfert-là.
Non, rien que le fait d'avoir mis, comme tu disais, Marwan, 32 millions sur un Mais il y en Vitinha, a d'autres. Hein. tu peux pas, 6 mois plus tard, remettre plus de 30 millions sur un attaquant. Enfin, Mais Ça me non, paraît mais impensable. ça va être on est plus sur des pistes intelligentes là à l'heure actuelle, en tout cas de ce que Ouais. moi j'ai de mon côté. Mais on est plus sur des pistes un peu plus intelligentes, plus voilà sur des joueurs d'expérience un peu plus. Ouais, moi, on m'a parlé d'un gros transfert. On m'a pas donné le nom. Ouais. Mais apparemment, il y a l'OM est sur un très gros coup. Donc, Ouais, j'ai eu le même vent. voilà. J'ai eu le Ah, même mais vent. bah, L'OM là, de toute façon, t'as Balancer des noms là, on veut On rêver. peut pas Ouais, balancer mais des là- noms, mais Ah, oui, non, oui, Non, mais t'as en une tout cas, oui. une deuxième fois d'affilée, tu t'assures un Oui, jeu pactole niveau financier, tu as plus de marge encore, hein, Après, forcément. j'en ai déjà parlé au Phocéen, mais l'OM, en tout cas, la vision de Longoria, c'est de travailler à crédit. Il a déjà investi le budget transfert de la saison prochaine. Et là, cet été, ben, il va manger dans le budget transfert de 2024. Comme il est arrivé dans un club où il n'avait pas d'actifs joueurs pour faire une rentrée d'argent suffisante pour construire un effectif, ben, il a construit toute son équipe à crédit. On vit en revolving, quoi. C'est ça. Rappelle-toi, Mathieu, là, il y a 2 ans, quand on faisait les passe-ton ballon et qu'on nous disait qu'il y avait les fous de la vente OM qui venaient nous dire comment t'expliques qu'on a mis 25 millions sur Toute la question, Gerson. elle commence par ça. Comment T'expliques qu'on a mis 20 millions, voilà. Et en fait, quand on expliquait que Flamengo avait accepté un paiement 39 fois sans frais, on me disait ouais, mais toi de toute façon voilà. Donc le truc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Arsenal, la Roma, et des clubs comme ça. C'est parce que c'est des clubs qui acceptent de rentrer dans nos modalités de paiement. Et c'est pour ça que ça a été long pour Vitinha et pour Braga. Et c'est pour ça que Seko Fofana, par exemple, alors que l'OM était dessus avant de faire venir Gerson, eh bien, ben, ne l'a pas fait parce que Lens, quand ils ont vu arriver le plan CTLM en 17 fois sans frais de Longoria, ben, ils ont dit va te faire foutre. Et que Flamengo a dit oh, pourquoi pas. Donc il faut. Quand on dit il y a une deuxième place qui va arriver et tout, c'est parce que l'OM a déjà budgété, de par les arrivées, les investissements de Verretou, de Vitinha, de Malinowski, la deuxième place qui arriverait cet été. C'est pour ça qu'une troisième place serait très dangereuse vis-à-vis des finances de l'OM. Tertuos, je serais d'accord avec toi. Tertuos dans le chat qui nous dit sortez les noms. On peut pas. On veut les des noms, copains, monsieur. on peut pas. Allez, Lou qui nous dit ONLG, c'est moins fin de contrat de Non. championnat. Non, Moi, je vais essayer. c'est un joueur encore sous contrat. J'aurais essayé, messieurs, je suis désolé. Mais on sera Je plus suis- sur un gros investissement au niveau salaire que transfert. Après, je sais pas si on a les mêmes choses avec Merwan, mais c'est plus un gros nom joueur. Excusez-moi, c'est Club Port USB. C'est plus un gros nom de joueur qui ne va pas demander un gros investissement. Ouais. Dans les commentaires, on a Yanis qui nous dit, pour revenir sur Alexis, de toute façon, Alexis, quel club européen peut lui offrir une place de titulaire dans un club qui joue la C1, un salaire à 500K par mois? La Turquie, c'est tout. Ouais, c'est vrai que. Oui. Il a à part 35 aller à ans l'année prochaine, Galatasaray, les gars. Donc, Mais Alexis Sanchez, son interview, c'était un peu pour ça. C'était un peu pour alerter les clubs autour et dire oh, les copains, je suis là. Et le rendu est pas ouf. Au final, il n'y a pas énormément de clubs qui se sont manifestés, pas beaucoup même. Et Sanchez, de son côté, il est plus en train de se dire bah, une deuxième saison ici, ce serait pas non plus si mal. Toujours Yanis qui nous dit le pendant de Under à gauche aurait dû être Trossard. Oui, alors, écoute, en tant que suiveur assidu d'Arsenal, je peux te dire que je m'en mords les doigts chaque week-end. Trossard est un excellent joueur. On nous propose sinon, on parlait des recrues, on nous propose du Boulaïdja, du Habib Diallo, du Kondogbia, De Vries. Boulaïdja, à part son but face à Naples ce week-end, qui en avait encore entendu parler cette saison? Stéphane De Vries. Après, c'est dur de briller à la Salernitana. Hein, mais... Oui, aussi. Ouais. Mais il a mis un sacré but ce week-end. Ouais, il met un but vraiment très très bon. Idriss, toi qui suis l'Inter, De Vries. Ah là, c'est le garage. Hein. Ah, il a été déclassé de Vrij. Ah, c'est un monstre en vrai, hein, mais là, ça fait 2 ans qu'il Il joue plus là, non? Il joue plus, il s'est fait sauter par Acerbi. Et ça fait 2 ans qu'il enchaîne les blessures. Il a très mal vécu sa mise à l'écart de la sélection néerlandaise à la Coupe du Monde, où il s'était fait passer devant par Timber et Nathan Ake. Et depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un fantôme. Hein. Et quand il est pas blessé, quand il est pas blessé, pardon, et qu'il joue, c'est un désastre. Après, est-ce qu'on est capable de tenter un Eric Bailly plus? Mais je pense pas que l'Inter soit enclin à s'en débarrasser comme ça, parce qu'il était en fin de contrat. Mais il est en passe de re-signer
parce que c'est quand même un nom très important dans la reconstruction du club. Et mais par contre, ouais, ça va faire depuis le mois de novembre qu'on l'a pas vu sortir un gros match à Stéphane De Vrij. Tu Par peux contre, remplacer De Vrij par Bailly, ça marche. Hein. Idriss, juste un truc, parce que tu as taclé Boulaye Dia, mais dans ma tête, il faisait une bonne saison, je suis allé vérifier. Il met 12 buts quand même, il est 5e meilleur buteur du championnat, donc dans un club pété. Écoute, vu ça de loin, je m'en excuse du coup. Mais Mais oui, j'ai- 12 mais- buts à la mais- Salernitana. c'est bon, là, t'as pas Il met plus de buts que Dybala, par exemple. Oh, les gars, est-ce qu'on dirait pas chercher Dybala à 12 millions? Ah, j'ai vu des tweets passer comme ça. Les gars, pour conclure sur le jeu, messieurs, tout en se projetant un petit peu sur le match de samedi, j'ai envie de vous poser une question simplement, les gars. Où est-ce que vous situez l'OM par rapport à son principal concurrent et que l'OM va affronter Le PSG ou Lens? Non, restons sur Lens. Est-ce que l'OM joue mieux que Lens, les gars? Non, largement pas, non. Franchement, non, on est bien en dessous. Moi, je suis très critique sur ce qu'on produit cette saison. On en parlera peut-être après quand on posera la question, la deuxième place ou rien. Mais sincèrement, je trouve que voilà, on n'est pas hors du podium. Moi, je pense qu'on est quand même troisième parce que il y a vraiment peu de rivaux de qualité cette saison en Ligue 1. Mais que tu es quand même en dessous de Lens, qui, je trouve, est extrêmement cohérent dans son plan de jeu. Tu as les bons joueurs là où il faut, en tout cas les profils adaptés là où il faut. Tu as un neuf qui pète tout en ce moment, Loïs Openda. Tu as quand même du recrutement intelligent. T'as Costa, Dever Machado, c'est des mecs, il y a 3 ans, personne ne les connaissait et ils arrivent, ils pètent tout à Lens. Collectivement, en tout cas, je trouve que la force qui se dégage à Lens, elle est vraiment supérieure à ce que dégage l'OM cette saison. Après, je trouve que l'OM a une meilleure équipe, un meilleur effectif, et voilà, ça suffit aussi à être devant Lens à l'heure où on se parle, mais Lens est quand même largement devant et je pense que vous en conviendrez aussi. Je dirais pas largement. Ouais, pas largement, mais il joue mieux, ouais. Après, c'est des équipes qui ont sensiblement le même profil dans l'intensité, etc. Mais s'ils jouent mieux, je te dis oui. J'ôterai de ton raisonnement le largement. Je vois pas non plus une différence énorme. Ouais, après, oui, c'est une question de mesure. Mais peut-être que dans les plus gros matchs, ils sont peut-être un peu plus enthousiasmants en termes de jeu, si on accepte le match où ils se sabordent tout seul contre Paris. Mais par exemple, le match aller contre Paris, c'était vraiment du football de haut niveau, j'avais trouvé par exemple. Et peut-être que c'est plus marquant parce qu'ils ont un attaquant, un mec comme Openda qui marque les esprits. Je sais pas, ça peut être assez subjectif, mais je dirais quand même un peu mieux que l'OM. Voilà. Moi, je sais pas, je regarde pas la Ligue 1. J'adore le Asso et Koto des consultants. Ouais. La sincérité du mec. Je participe à un podcast, mais je ne regarde pas les matchs. Non, je regarde tous les matchs de l'OM parce que je les commente et après je me tiens informé et je regarde de très longs résumés, mais les matchs en entier, non, faut pas déconner. C'est pour Franck Leboeuf. Oui, c'est qui le chevelu là qui joue à gauche Non, justement, c'est Marseille. le Dégarni qui joue au milieu, des fois il joue à gauche avec l'Espagne là. Iniesta, voilà. Mais si, le mec qui est bon là, Subaric. Sabitzer, oui, voilà, c'est pareil. Non, quand même, j'ai pas atteint ce niveau-là quand même. Et je regarde pas de match hors OM. Les gars, est-ce que le podium est sécurisé là, selon vous? 9 points sur Monaco quand même. Oui. Surtout que la forme de Monaco en ce moment c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais sincèrement depuis le début de saison? Ça fait depuis que Clément est là. Sincèrement, c'est. On rappelle quand même, ils ont viré Kovac qui était pourtant qui travaillait plutôt bien pour prendre Clément. Déjà personne n'avait compris de base. Mais alors là. Non, mais sincèrement, ça ressemble à rien Monaco. Et d'habitude, en tout cas, Monaco finit très bien les saisons. Et là, pour le coup, c'est exactement l'inverse. Ils sont en train vraiment de s'effondrer. Et donc, tu es à +9. Donc, je pense en tout cas que la 3e place est assurée. Après, sait-on jamais. Mais je vois mal, en tout cas, de ma perspective, aujourd'hui, l'OM s'effondrer, Monaco tout gagner. Et Lens, pareil, tout gagner. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus focus sur la 2e place. Ensuite, le titre. Et éventuellement, si Paris lâche des miettes. Mais aujourd'hui, non, à 9 points, il ne faut pas déconner. Vous êtes d'accord, les gars? Oui, non, Monaco, c'est la débandade là, en ce moment. C'est très, 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 très dur. Avec en plus, tu te sens qu'il n'y a pas de collectif. Mais c'est juste que les mecs qui jouent ensemble depuis un petit moment quand même. Et il n'y a rien qui est construit. Et quand tes individualités ne sont pas en forme, ça donne rien. On le voit là au classement pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, 9 points d'avance sur Monaco. Il en reste 15 à prendre. Ouais, ça devrait le faire a priori. Espérons-le en tout cas, mais ça devrait le faire a priori. Monaco qui a encaissé 50 buts.
Ouais, j'allais dire, C'est ils un ont une délire, hein. défense vraiment très très moyenne et un gardien qui est rarement décisif. Ça aussi, pour une équipe qui veut jouer le haut du tableau, un peu compliqué. Nubel, c'est vraiment moyen, vraiment, vraiment. Mort, il est. Oh, il est mort, Nouvelle. Pour ça, le Bayern, quand Neuer s'est blessé, ils ont dit oh, bon, on va peut-être prendre un autre mec. Hein, Ah on va voir. ouais, ouais, ouais. Oh, il est nul. Oh, franchement, quel frère, parce que le but qu'il nous offre au Vélodrome, là, d'Alexis Sanchez, là. Le ballon, Ah il oui, sort, c'est il le vrai. remet dans les pieds de Sanchez. Magnifique. Il est nul. Je pense que c'est le pire gardien que j'ai vu dans une équipe qui joue le podium depuis très longtemps. Il fait des arrêts de zinzin des fois, et la plupart du temps, c'est. Le mec, ça lui tape la balle et ça finit au fond des filets. Ça lui tape la main, pardon, et ça finit. Oui, c'est vrai. Incompréhensible. Comme dit Jean Frucht dans le chat, Monaco finira même pas 4e, ils vont se faire passer par Lille. C'est vrai que ça serait mérité pour Lille qui est une équipe Ça veut très, dire très que sympa. Lille doit prendre 3 points contre l'OM. Ouais, ça serait un peu chiant. Ça serait un peu chiant. Mais Lille, ils sont pas mal à avoir joué, ils sont sympas. Non, moi, j'aime bien. Les gars, on passe aux individualités. Et je vous propose de démarrer les individualités par, sous le prisme du match d'hier, avec ce double remplacement qui intervient à la 70e minute, les entrées conjuguées de Payet et Guendouzi, qui, comme je l'ai tweeté, je trouve, ont électrisé le match, électrisé le stade en tout cas. J'ai rarement vu deux entrées autant acclamées au stade. Ouais. Est-ce les gars, comme on disait Ama après le match, enfin des entrants qui apportent, enfin un coaching qui apporte sur le terrain, quoi. Ouais, clairement, je sais pas si c'est une prise de conscience personnelle, l'ego qui a été piqué de Guendouzi et Payet, ou je sais pas, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas senti, comment dire, ne serait-ce que subjectivement, des entrées aussi impactantes. Payet, il prend ballon, hop, il te fait de suite une diff, c'est acclamé par le public, il prend confiance et ça s'enchaîne. Guendouzi, pareil, d'habitude, là, ces derniers temps, on sentait un peu. Il voulait peut-être trop en faire. Là, il a été plus juste, d'ailleurs, à l'image de sa passe sur le deuxième but. Donc, oui, vu du stade, c'était marquant. L'expliquer comment, je ne sais pas. Encore une fois, si ce n'est peut-être l'ego de ces très bons joueurs, n'oublions pas que ce sont des très bons joueurs, qui a été marqué. Et c'est tant mieux pour la fin de saison si. Ils ont été piqués au point de vouloir regagner leur place et de se défoncer comme ça en rentrant, c'est tout bénef pour tout le monde. D'ailleurs, est-ce que selon vous, les gars, c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux pour la fin de saison? Parce qu'on rappelle, Guendouzi n'avait même pas foulé la pelouse sur les 2 derniers matchs. Payet, c'est 23 minutes sur les 7 derniers matchs. Ils n'avaient plus aucun apport. Oui, Payet, par exemple, quand il rentre contre Montpellier, c'est pas le même qui rentre. Oui, son entrée est anonyme. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur eux pour la fin de saison? Est-ce qu'ils offrent une autre solution à Igor Tudor, voire même peut-être au point d'envisager, alors peut-être pas pour Payet, mais pour Guendouzi, une titularisation samedi? Pour Guendouzi, je pense qu'il va retrouver sa place de titulaire. Parce que, en tout cas, je pense, j'en suis pas certain, mais je pense que son entrée elle a vraiment été marquante. Sincèrement, ça passe sur le second but. Je l'ai vu faire ça uniquement dans ces périodes très fortes à l'OM. Je pense aussi qu'ils ont vraiment été piqués par le coaching de Tudor, surtout Guendouzi. Et je pense aussi que l'acclamation du Vélodrome, elle les a galvanisés. Tout simplement, il y avait un scénario, il fallait montrer les muscles, et pour le coup, ils ont répondu présent. Après, ils n'ont pas été forcément mobilisés à juste titre, parce que Guendouzi était vraiment catastrophique tout simplement depuis la Coupe du Monde. Payet, sincèrement, Tudor compte pas forcément sur lui. Donc sincèrement, moi, en tout cas, je prends Payet comme un joueur tout ou rien. Soit il est pleinement impliqué, là pour le coup, tu es un joueur classe mondiale, soit tu n'en as pas, tu as le Payet de l'une des saisons Villas-Boas où il arrive un peu grassouillé, pas dans le rythme, même techniquement c'est compliqué. Hier, tu as eu la face hâte Payet et sincèrement, on s'en réjouit. Mais sincèrement, j'ai du mal à les voir retrouver une place vraiment importante parce que je trouve que, en tout cas, je pense que Tudor est vraiment satisfait des prestations de l'OM sur les 3 derniers matchs. Il est dithyrambique, par exemple, sur Klose, sur Vitinha notamment, sur Caboret aussi. Donc, je pense en tout cas que Guendouzi va peut-être donner des problèmes à Tudor, mais Payet, c'est compromis de toute façon, je pense que tout le monde le sait. Moi, je vois bien Guendouzi démarrer dans les 3 de devant là, contre Lens. Ah oui, non, mais c'est sûr, et tu crois quand même pas qu'il va partir avec 3 offensifs contre Lens. Non, il va remettre Sanchez en pointe et derrière Under Guendouzi. Je le sens en gros coup de maison. Pour aller bagarrer avec Seko Fofana. Oui. Vitinha, vous pensez pas qu'il va réussir à je le vois pas enchaîner à Lens. Je le vois pas enchaîner. Il a pas joué, c'est parce que physiquement, il s'était pas entraîné de la semaine. Hein.
Non, mais je trouve qu'il a fait plutôt Non, mais un c'est bon pas une match. question de forme. mais- Ouais, Moi, pense je le vois que commencer, C'est moi. des contextes, ouais, je vois, c'est plus des contextes de match. Ouais, Un peu à ouais. l'image de Lyon où bon, il était touché physiquement, donc ça l'a arrangé un peu, mais de toute façon, je le voyais pas débuter. Non, mais il a fait ça toute la saison, Igor, dans des gros matchs de mettre un troisième milieu pour Ouais. venir aider Rongier et tout. Il va pas te déroger à la règle maintenant. Et pourquoi pas? Bah écoute, j'espère me tromper. Non, on m'a dit que c'était. On m'a dit que l'OM c'était un festival offensif. Pourquoi est-ce qu'on jouerait la maîtrise contre Lens? Bah, parce que c'est un festival offensif dans l'idée, Merwan, mais pas dans la réalisation. Ok. D'ailleurs, les gars, des petites parenthèses. Je vous le dis sincèrement, le nul samedi, je le signe des 2 mains tout de suite. Hein. Je sais Ah, ce pas que ça- du tout. Si. C'est samedi? Ah ouais, samedi, le nul, je le prends. Oh non. Non, Allez, non, mais ça, c'est je Mathieu. veux- Moi, je le prends. Moi, j'ai été élevé à la sauce Didier Deschamps. Moi, Moi, le nul à je veux l'extérieur. entendre les Bollard pleurer. Non, il faut évidemment les gagner à Bollard, surtout là que pour le coup, tu as le titre qui est encore envisageable. Non, mais par- je dis pas qu'il faut pas gagner, mais si tu Mais on parle de Lens comme si c'était le Bayern, arrête. Il y a un partout, on fait un bon match. On Mais voit attendez, c'est On est C'est l'OM. la saison du siècle. C'est la saison du siècle ou c'est pas la saison du siècle? Comment ça dans la saison Mais du siècle ouais. tu redoutes le RC Lens? Oh, on a battu Je Paris au redoute Vélodrome, pas on a le peur de RC Lens. Je suis conscient que c'est une équipe qui peut nous donner du fil à retordre. Non, en Je plus, prends le Paris recul. va jouer à 3. Mama Baldé, il va se mettre en mode Samuel Eto'o, là. Adil Rami va faire le seul match important de sa Je prends saison. l'OM. Dans la rotation, je le prends l'OM. Tout à fait. On en parle souvent. Ah avec- oui, très bon joueur. Très bon attaquant de Ligue 1. Ouais. Il a des gestes que peu ont en Ligue 1, c'est vrai. Ah ouais, j'aime bien C'est vrai, quand c'est il vrai. court et tout. Oh là là. Non, en vrai, même à la Cannes et toi, que Guinée-Bissau, non, c'est un bon joueur, je trouve. Non, c'est un très très bon joueur, très très bon joueur. Mais oui, non. Enfin, moi, je sais pas. Toute la journée, on lit ouais, l'OM, c'est tant de points par match. Non, alors je te le tourne différemment. Comme, Ouais. comme il dit Jean Frucht dans le chat. Il y a nul à la 80e, un partout. Est-ce qu'on se lance tout vers l'avant comme contre Tottenham ou est-ce qu'on gère le nul? Je sais pas. C'était exceptionnel contre Tottenham quand on a tout lancé, qu'on a tout perdu. Ah, j'ai aimé contente, mais à la fin j'avais les morts. Donc je me dis, le nul. J'ai rien regretté du tout. Alors tentons tout. Faut être cohérent, non? Moi, j'ai détesté perso. Oh mais, là là, mais tu es tellement détestable. moi, j'avoue que c'est kiffé. Il y avait le côté romantique me fait ah ouais, c'était beau quand même. Mais non, On a mais- tout essayé. Non, Mais moi, j'avais la haine, moi. Mais non, mais J'avais pas aimé, mais moi. arrêtez de faire exprès, c'est deux contextes complètement différents. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est pas comparable. Ben oui, c'est pas comparable, t'es dans un contexte de coupe où de toute façon t'es éliminé. Bah ouais, ok, t'es troisième parce que l'autre. Mais arrête, on s'en bat les couilles. Tu peux passer de troisième à deuxième de la poule. Tu peux jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions et tu vas dire Ouais. non, on sécurise l'Europa League. Arrête, mais non. on Non, joue. moi je suis d'accord avec Idriss 100%. Mais c'est- 100%. Ah Mais non, non, parce que- c'est pas comme si tu voulais juste gagner pour gagner. Là, tu gagnes, tu passes en huitième de Ligue des Champions. Ben là, tu gagnes, tu joues le titre. Tu continues à jouer le titre. Mais Non, non, je suis c'est- désolé. On n'arrivera pas à me faire avaler la pilule que c'était voulu qu'on gagne, qu'on se lance dans la bataille avec cœur perdu contre Tottenham. C'était Tudor pas a à dit cœur que perdu, ils étaient en train de flancher Tottenham. T'es à un cheveu de Kolasinac que ça rentre. c'est pas vrai. Tudor leur a dit, je leur ai pas dit parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade. Il a pas dit, je leur ai pas dit pour qu'on joue la victoire. Il a dit, il y avait trop de bruit. Mais ça, c'est des conneries. Tu sais très bien que c'est une excuse. Que s'il avait vraiment voulu faire transmettre l'information, il aurait réussi. C'est pas ça le problème. Il a laissé parce qu'il croyait qu'on pouvait Ah, mais pouvait laisse les faire Idriss, flancher. on est les seuls romantiques du football dans cette Ah, discussion. mais Ah, surtout. Bah arrête. non, j'avais joué la Ligue Europa, c'est tout. Enfin bref. Mais non, mais au là, final, c'est- tant pis, c'est pas grave. Non, mais en plus, là, tu prends pas le but parce que tu te jettes corps et Bah âme, oui. tu prends le but parce que tu as une balle perdue à la con. Tu et prends c'est le tout. but parce que Gendouzi, il a pas appuyé sa passe, point. Et c'est voilà, c'est bon, Ouais, bref, c'est un débat, c'est il y a 6 Et- mois que c'est arrivé. Et là, c'est pareil. Là, il y a 0-0 à 89e. Je demande à voir la physionomie du match. Les gars, s'il vous plaît, si ça fait 10 vas-y, minutes vas-y, qu'on- si ça rapidement, fait- s'il te plaît. Non, mais justement, si ça fait 10 minutes qu'on souffre, pour recentrer le débat, ça fait 10 minutes qu'on souffre, et vraiment, Paul Lopez, il nous a sorti un match incroyable. Tu me dis, là, tu siffles pour le nul? Oui, bien sûr. Mais si le match, il est disputé comme c'était déjà le cas à l'aller, ou même on a même un peu le dessus, et qu'il y a 0-0, ben ouais, frérot, on y va, allez, vas-y, on va essayer de gagner, tant pis, peu importe ce qui se passe. Dans ce contexte-là, je suis d'accord. C'était juste une petite pique sur Tottenham pour le coup, mais parce que c'est deux situations complètement différentes. Mais non, moi, je joue la gagne évidemment samedi. Les gars, pour conclure sur le match d'hier et pour ensuite se projeter sur la fin de saison, rapidement, votre rubrique les phénomènes et les fatigués du match. Là. Quel joueur vous avez envie de mettre en avant sur la prestation d'hier soir? On va pas parler de la saison de l'OM. Si, on va parler de la saison de l'OM. Mais c'est juste après.
C'est juste après, c'est juste après. Pardon. On est à moins d'une heure d'émission, on a encore. Ouais, allez, un quart d'heure on fait une émission tous les 3 mois, on peut déborder de l'heure. T'inquiète pas. On a 20 minutes devant nous encore. Oui, facile. Donc les phénomènes et les fatigués du match, les gars. Qui vous avez envie de mettre dans Il m'a dit Kolasinac, inarrêtable. Kolasinac, je suis d'accord. Oui, à écouter mon pamphlet dans l'après-match de l'émission d'hier, du coup. Parce que je l'ai trouvé monstrueux hier, mais plus généralement, j'ai envie de parler sur ce match-là de Jonathan Klaus. Parce qu'il en a tellement été mauvais et tellement été nul, il a tellement pris plein la gueule ces dernières semaines que j'étais content de le voir performer hier. Parce que hier, avec un attaquant en confiance, il a 4 passes décisives à la mi-temps, Jonathan Klaus. Et puis franchement, vous avez vu sa coupe de cheveux, on la voit plus à Calvici. Je l'attendais le pointage. Non mais c'est pas un truc de fou, comme il la camoufle. Et il a une tonsure pas possible à l'entraînement, il arrive en Krusty le clown, et bam, samedi, le mec, c'est Cristiano Ronaldo, époque United. Non, faut arrêter. C'est l'air d'Hockey Coral, on sait de sources sûres qui était à Hockey Coral cette semaine. C'est l'air de Cuge, ça fait quelque chose de chelou. Oui, mais je suis d'accord sur Klaus, Idriss. Moi, j'aime bien parce que même s'il a du déchet et qu'il est très énervant, c'est comme on l'a dit dans cette émission, il crée beaucoup de choses quand même. Hier, il a un peu de déchets, mais je trouve qu'il n'a pas plus de déchets que d'habitude. Enfin, il a moins de déchets que d'habitude même. Hier, vraiment, ces centres, combien de fois il y a eu des centres où il n'y a eu personne à la retombée parce que les mecs plongent tous au premier poteau, ou alors le ballon va traverser toute la surface, personne ne le prend. Et après, il a envoyé de bons drops quand même. Oui, après, il y a eu quelques saucisses. Après, écoute, il a eu plus de déchets parce qu'il a eu plus d'occasions aussi ce match-là. Voilà, on va pas demander à Klaus de devenir David Beckham du jour au lendemain. Mais non, mais il a été très, je trouve très très bon hier. Et pour parler du mois et demi qui vient de s'égrener depuis qu'on a fait l'émission, je trouve Gigot et Kolasinac époustouflants et phénoménal. Je suis content que tu parles de Gigot parce que je trouve qu'on en parle peu de ce joueur. Ouais, je trouve il va falloir m'expliquer ce que Didier Deschamps trouve à Dissasi qu'il ne voit pas à Gigot. Je suis très honnête dans ce que je dis. Plus jeune. Sans aller jusqu'à l'équipe de France, mais même au sein de la communauté marseillaise, je trouve qu'on en parle peu. C'est pas un joueur qui est forcément reconnu. Toi, c'est parce que t'es pas. Alors qu'en plus, il a en plus ce côté qui te plairait un peu grinta, etc. On connaît la musique, frère, mais il a ce côté-là. Au Phocéen, chaque fois qu'il y a un mec qui dit au PSG ils ont Léo Messi, nous on a Léonidas, frère c'est bon, t'inquiète, je le vois assez le salam à Gigot. Je le trouve peu. Quand je me souviens qu'en début de saison ça nous le vendait comme un Alvaro français, c'est pas une galaxie entre les deux les gars. Ah oui, c'est un monde. Ils font pas le même sport. Hein. Mais je suis persuadé qu'il s'appelle pas Gigot avec tout ce que ça implique en termes de signification. Il n'aurait pas eu cette lecture en début de saison. Mais arrête avec cet argument. Non, moi j'aime bien cet argument. Je suis désolé. Les mecs, ils ont vu Gigot, ils ont vu Russie, ils ont vu défenseur central. Bim, c'est un bourrin. Ou c'est un russe, c'est un idiot. C'est un bourrin, il n'y a pas de souci. C'est un défenseur qui est défini avant tout par son impact physique. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que derrière, dans l'appréciation et dans le fétichisme qu'il y a autour de ce poste de défenseur, son profil, il a été dénigré, alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être le défenseur le plus régulier de l'OM avec Mbemba cette saison en termes de perf. Ouais, tu peux même dire le. Hein. Non, Mbemba, il est quand même au-dessus. Je mets Gigot au-dessus, moi. Non, quand même je mets plus Mbemba, mais attention, plus. Kolasinac se tape avec eux aussi. Kolasinac, il fait une saison. Au début de saison, on se demandait à quoi il allait pouvoir servir. Parce que je faisais partie de ceux qui ne croyaient absolument pas à sa possibilité de jouer dans la défense à 3 par rapport à ce que j'avais vu la saison dernière. Et je suis très content qu'il m'ait fait fermer ma gueule. Kolasinac, il aurait le trophée qui existe en NBA, là, tu vois, le MIP, le joueur qui a le plus progressé cette saison. Après, incroyable. Dans une prépa. Par contre, il y a un truc que j'ai peur avec lui, c'est sa prolongation, on en est où? Parce que ça tarde un petit peu, j'ai l'impression. C'est comme avec Alexis Sanchez, tout le monde essaye de gratter un peu, mais je pense que ça va être fait en toute intelligence, je pense. Kolasinac qui est plutôt jeune, 29 ans, il a encore quelques années devant lui. Là, vu comme il joue cette année, il peut jouer tranquille. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment une très bonne surprise cette saison. Les gars, un petit mot sur Vitinha, s'il vous plaît, sur son match d'hier, on l'a vaguement évoqué. Est-ce que vous retenez plus son activité ou son inefficacité due peut-être à un manque de confiance? Qu'est-ce que vous retenez de son match? L'activité. Moi, j'ai coutume de ne pas juger les attaquants les 6 premiers mois. Et lui, le contexte, il est encore plus spécial. Il arrive avec le prix du transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Il n'est pas utilisé.
Il est encore jeune. Les premiers matchs, c'était pas ouf. Donc, du coup, les gens commencent même à dire, parfois dans les médias, c'est une chèvre, machin, etc. Non, il a quelque chose. On va voir si vraiment dans 8, 10 mois, il continue à faire les mêmes prestations avec autant d'efficacité. On va reparler. Mais je lui laisse le temps et je vois que le positif pour l'instant. Il a encore une marge de progression, ça, c'est sûr. Et puis pour une première, on t'envoie sur la charnière Todibo-Dante. Franchement, il n'y a pas de mal à être mauvais. Hein. C'est pas grave. Hein. Ouais, mais les gens, Idriss, le souci, c'est que voilà, ils vont voir 32 millions, ils vont s'attendre à voir Agüero qui arrive à l'OM. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Mais tu pourras pas changer le jugement hâtif de certaines personnes, quoi. Non, mais t'as l'impression que face à Nice, il avait sorti un match à la Germain, frère. Ça va, hein, gros. Des mecs qui ratent leur match face à Todibo et Dante, il y en a plein en Ligue 1. Enfin, je suis désolé, hein, mais encore une fois, pour moi, ce match-là, c'est l'animation offensive de la part. Enfin, Oui, complètement. Mais tu sais très Oui, bien il que avait pas les yeux... été aidé. Payet avait été nul, par exemple. Bien sûr, mais les regards étaient tellement portés sur lui que c'est sûr que la critique va d'abord être sur lui. Mais encore une fois, ce que je suis en train de te dire, c'est oui, il y a 1000 façons d'analyser ce match. Je crois qu'en plus, c'était le dernier match qu'on avait fait ici avant qu'on parte en hiatus. Mais voilà, juste si tu veux rentrer dans leur raisonnement un peu bébête, Vitinha n'a pas existé, il a été nul contre Nice. Ouais, d'accord, bah écoute, on va prendre tous les attaquants de Ligue 1, on va les mettre sur Todibo pendant 90 minutes et on va voir. Ça leur fait beaucoup d'honneur en étayant leur raisonnement parce que aujourd'hui, si tu n'as pas un attaquant qui élimine 3-4 défenseurs sur chaque phase, bah, il est nul. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment ce débat-là, tu vois. Ah, puis hier, il a des gestes, comme il nous dit à Lilou dans le chat, son enchaînement contrôle, petit sombrero et frappe au-dessus, la volée en première mi-temps. Non, mais l'enchaînement est de qualité. Non, tu vois que le gars il est plutôt habile, quoi. Donc, c'est ce qu'on disait avec Bamba Dieng, il gâche beaucoup d'occasions, mais encore faut-il qu'il se les procure. Et on voit avec Vitinha que quand il est sur le terrain, de facto, on se procure beaucoup plus d'occasions. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. je vais pas reprocher à un attaquant qui se procure 17 occasions d'en rater 16. Après, franchement, Vitinha, c'est quand même quelques planètes au-dessus de Bamba Dieng, on va pas se mentir. J'ai pas entendu la fin de la phrase, excuse-moi. J'ai dit que Vitinha était quand même au-dessus de Bamba Dieng. Ça se voit oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, l'entrée de Bamba hier au parc, heureusement qu'il marque. Hein. Machallah pour le but, hein, mais parce que le contrôle et la course devant Donnarumma, frérot, waouh. C'est dur. On aime Bamba, mais c'est dur. Hein. Mais c'est souvent, en fait, il est antipathique dans son jeu parce que tu as l'impression qu'il en devient. Tu fais, mais il est bête ou quoi? Antipathie dans le jeu. Je connaissais pas cette notion. Ouais, c'est drôle. Ouais, mais en fait, ouais, bon, vas-y. Sanson était antipathique dans son jeu. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Là, je perçois tout à fait la notion du coup. Ouais, ok. Les gars, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler peut-être en négatif? Je crois que Idriss, tu voulais évoquer Tavares notamment. Ah, il me dégoûte. Ah, écoute, j'ai atteint un point de non-retour avec Tavares. Et il a rien fait de scandaleux, tu sais, vraiment d'énervant. C'est que je supporte pas ce type de joueur. Là, franchement, ça fait combien de temps, j'ai envie de dire jamais, qu'on a eu une équipe aussi sympathique. Ils ont beau être bons, pas bons. Tu le regardes un match de l'OM, tu peux pas reprocher à un joueur de pas mouiller le maillot, de pas faire l'effort ou de pas essayer. On est d'accord sur ce que je dis pas n'importe quoi. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Pas sympathique à mes yeux, mais vas-y. Non, mais j'ai envie de dire, quand tu les vois, je te parle pas de jeu là, je te parle juste de vision et de volonté que met l'équipe, à essayer de gagner. Après, ils y arrivent pas, ça c'est un autre débat. Mais même Balerdi, tu vois, tu sens qu'il essaye. Il fait n'importe quoi, mais il essaye. Nous, Tavares, il est à l'ouest complet. Il s'en bat les couilles. Il joue littéralement comme un ancien, tu sais, qui a plus rien à prouver. À base de tenter des dribbles de fou alors qu'il a 4 solutions disponibles, de pas se replacer alors qu'il y a toute l'équipe qui est en train de sprinter, lui non, tranquille, détente. Hier tout le monde a vu, ceux qui regardaient le match à la télé, ce moment où il perd le ballon ce moment où Alex Sanchez perd le ballon alors que lui il a demandé, et Alex Sanchez est en train de sprinter, Tavares s'arrête et c'est Igor Tudor qui rentre sur le terrain pour lui dire de cavaler. Il est devenu détestable. Et pour moi, il y a eu un point de non-retour qui a été atteint, le match d'Annecy, parce qu'au-delà de son penalty raté, son entrée a été catastrophique. Catastrophique. Et au moment où il s'avance pour le penalty, je sais qu'il va rater. Et donc depuis,
Ça dégage. Et hier, en plus, il y a une image, et je pense qu'on le voit sur Prime, essayez de le revoir sur Prime. En tout cas, moi, du virage, ça m'a marqué. Quand les joueurs viennent saluer les supporters et viennent un peu sauter avec les supporters, etc., devant le virage sud, tu as tous les joueurs qui sont en ligne, et tu as lui qui est 10 mètres plus loin, derrière, immobile, et qui regarde dans le vide. Et je pense que ça doit se voir à la télé. Hein. Et tu te dis, j'ai pas vu, mais... le mec, il est... Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais tu sais qu'en vrai, il a perdu sa place au profit d'Issa Kaboré. Là, Igor Tudor avait vu que la défense auxerroise n'était pas aussi forte que ce qu'il croyait. Donc, il a rentré pour lui un élément offensif avec Nuno Tavares. Sa rentrée, elle a été bonne pendant 8 minutes. Et derrière, il a disparu du match. Et on il a fait rappelle une bonne que, chose quand il rentre, mais derrière, il était- disparaît. L'été dernier, on le prend un peu dans l'urgence, mais à la base, de base, il n'était pas chaud pour venir. Hein. Mais oui, c'est enfoiré. Il n'était pas chaud pour venir. Franchement, c'est tout ce que je déteste chez un joueur, c'est qu'il ne donne pas l'impression d'avoir envie d'être là. Ouais, c'est ça. Il se croit au-dessus du club et surtout, justement, au-dessus des consignes. Et tu vois qu'il vraiment n'en a rien à faire. Et surtout, il a aussi l'arrogance un petit peu qui rend le joueur vraiment détestable par rapport à ça. Parce que c'est même pas un mec qui est perdu, c'est un mec qui ne veut pas être là. Et moi, je l'avais vu à Arsenal la saison dernière. C'était exactement le même joueur, sauf que là, il essayait de courir et c'est juste qu'il faisait n'importe quoi. Et le truc, c'est que cette saison, en fait, la différence entre Nuno Tavares de maintenant et celui de début de saison, c'est juste qu'il est moins en réussite, quoi. Sinon, c'est exactement le même joueur, je trouve, sincèrement. Exactement. Quand on me disait qu'il était monstrueux, je disais ouais, pas ouf, c'est juste qu'il marque. On me disait ouais, mais bon, encore il faut qu'il marque. Hein. Bah, c'est bien de marquer. Ouais, bah, le jour où il marquera plus, on verra. Et il marque plus et on verra et on voit. Donc non, je sais pas ce que va faire Arsenal de lui cet été. Que Longoria nous t'inquiète entende. pas, il y a un club anglais qui va poser 15 millions, ils vont avoir 6 buts en Ligue 1. Bah voilà, donc écoute, ou alors qu'il comme ça. retourne à Benfica, apparemment Grimaldo veut se barrer, donc il y aura une place pour lui. Mais voilà, que je le revoie plus. En plus, en vrai de vrai, hein, là, je te jure que c'est ma partie du cerveau un peu gogol qui parle là, mais de le voir avec le 30 de Mandanda, mais comme ça me casse les couilles. Vous pouvez même pas imaginer de le voir avec le numéro 30, comme ça m'énerve. Pourtant, tu aimes bien ce genre de joueur, toi. Non, mais je les aime non. quand ils sont sympathiques. Lui, il a rien de sympathique. Radonjic, c'était un imbécile heureux. Lui, c'est un mec qui se croit vraiment, et Merwan a raison, qui se croit au-dessus du club. Pour lui, c'est lui qui rend service à l'OM. C'est pas l'OM qui le permet de se relancer. Il se croit vraiment au-dessus, et c'est tout ce qui me dégoûte. D'ailleurs, je suis content qu'on ne le prenne pas cet été, parce qu'il me semble que le club ne bougera pas dessus. Non, il ne bougera pas dessus. Mais là, je pense pas. Les gars, une autre individualité à mettre en avant ou on passe à la suite? On passe à la suite. Under, on en a parlé en vrai. Ouais. De quoi? Je dis under, mais en vrai, on a tous parlé. On en a parlé au début, ouais. Ouais. Under qui fait pas un excellent match hier, mais qui débloque la situation. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, il a pas été très très bon. Quand même. Ah ouais? Ah, du stade, c'était compliqué. Non, il rend des fous un peu. Ouais, du stade, c'était comme compliqué. quoi, en fait, je vous jure, c'est pas pour dire que j'ai tort et que vous avez raison ou l'inverse, hein, je m'en fous. C'est juste que je remarque, avec la nouvelle formule de l'après-match du Phocéen, que les conditions dans lesquelles on voit le match et les personnes avec qui on voit le match déterminent tellement la vie qu'on se fait d'un joueur. Par exemple, moi et la personne avec qui je commente en plateau, plus celui qui est au stade, plus ceux qui regardent dans le bureau, on a 3 perceptions différentes d'un joueur, alors que bon, à la base, c'est le même match. Non, mais tu vois pas le match pareil. J'ai trouvé Under excellent hier. Après, écoute. Ah ben moi, je me suis... En fait, j'ai souvenir de m'être énervé 4-5 fois parce qu'il prenait trop de temps à centrer ou qu'il prenait... il s'arrêtait, etc. Et ça m'énervait. Donc, après, ça, c'est Under, mais écoute. Mais non, mais je veux bien croire qu'il est de la télé, vous l'avez trouvé excellent. Moi, je l'ai trouvé excellent et écoute. Moi, j'ai vu de la télé, je l'ai pas trouvé excellent. Je dis juste que voilà, ça se débloque et ça vient de lui. Oui, par contre, oui, il se montre décisif depuis quelques semaines. 3 matchs décisifs d'affilée, ouais. Déjà 3 fois buteur, mais décisif à chaque fois. Ça fait plaisir et j'espère qu'on le gardera parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il y a Yanis qui nous demande sur le chat, oui, ça fait partie du plan de vendre Under cet été pour récupérer. C'est dommage. Mais lui, par contre, il veut pas du tout bouger. Donc on va voir ce qui va se passer cet été. Il peut encore se passer beaucoup de choses. On est début mai, la saison finit dans un mois. Il peut se passer encore 36 milliards de choses. Je vous propose qu'on se déprojette un petit peu sur la fin de saison, messieurs. Est-ce que tu nous enverrais pas un petit jingle, Idriss? C'est toi qui décides. Allez, vas-y. La fin de saison, les gars, on va essayer de se projeter un petit peu et répondre à la grande question de
de ce podcast que vous voyez sur Twitch en gros plan là. La deuxième place ou rien. Et oui les gars, est-ce que la troisième place serait-elle un drame, messieurs? Est-ce que le fait de devoir peut-être passer par ce tour préliminaire de Ligue des Champions qui peut être très compliqué changerait tout de la perception qu'on a de cette saison, les gars? Vous en pensez quoi? Vu la manière dont on finance le club, oui. Après, si un club qui est qualifié en Champions League gagne l'Europa, tu seras directement en C1, donc non. Mais oui, je pense que cette deuxième place, elle est cruciale, ne serait-ce parce que tu dois y être. Déjà d'une, ça c'est une chose. Et de deux, parce que sinon, de quoi est-ce que tu vas te contenter cette saison? Tu fais 3e en Ligue 1, tu te choques sur tous les autres tableaux. Sincèrement, je trouve que moi, la Ligue des Champions, c'est un échec. La Coupe de France, c'est un échec. En Ligue 1, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire. Certes, comptablement, tu es sur un bilan qui est historique, ce que tu veux, etc. Mais quand tu recontextualises, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Notamment sur la double confrontation face à Strasbourg, des points face à Ajaccio que tu laisses filer, le nul contre Lorient, Montpellier. On a tous un exemple des moments où on pouvait faire plus. Et on l'a dit tout à l'heure, cet effectif n'était pas épuisé physiquement. Et dans le jeu, c'est poussif, sincèrement, la plupart du temps. Donc pour moi, cette deuxième place, elle est cruciale, notamment pour te consoler cette saison aussi. Mais quand tu prends un peu plus de hauteur et que tu décorrèles ça un petit peu de ce que tu as fait en C1, ce que tu as fait en Coupe de France, elle sera cruciale, mais aussi satisfaisante, parce que l'OM en Ligue des Champions plusieurs années de suite, c'est pas à banaliser. Sincèrement, je pense qu'on a l'âge et le recul nécessaire pour le savoir. Et que pour continuer d'avancer dans le projet, sur le plan du financement, c'est vital, parce que derrière, tu as besoin de faire un mercato ambitieux pour donner les moyens à Tudor de faire mieux, parce que je pense aussi qu'il a une autre idée de ce qu'il veut faire offensivement. En tout cas, j'espère, sinon je serai encore plus déçu. Mais pour ces deux raisons-là, en tout cas pour moi, c'est indispensable d'avoir cette deuxième place. Moi, sauf cataclysme, a priori, l'OM va faire 76-77 points, on va dire. Donc, hormis la saison Garcia et l'année du titre, il me semble, t'as pas fait ça sur les 10-15 dernières années. Donc, rien que sur l'argument des points, pour moi, c'est une réussite. À un niveau plus subjectif, si le stade est autant à guichet fermé ces derniers mois, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui est proposé. Alors oui, on est tous frustrés par l'élimination scandaleuse contre Annecy. Oui, on est tous énervés par des points bêtes perdus contre des équipes mal classées et qu'on doit torpiller normalement. Mais en même temps, si l'OM ne perdait pas de points, on ne serait pas l'OM. On serait un club qui jouerait régulièrement la Ligue des Champions, qui serait tout le temps en quart de finale. On est dans un processus. Voilà, on est dans un processus pour revenir sur le devant de la scène. Et si on accroche la Ligue des Champions, ne serait-ce que par la 3e place, eh ben c'est déjà ça de prix. Faire 2 l'année dernière et faire 3 cette année, ça ne serait pas un échec. Faire 2e une nouvelle fois, c'est encore mieux. Mais voilà, dans tous les cas, il faut accrocher l'Europe pour continuer ce processus d'amélioration de l'équipe. On revient de loin, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, pour moi, dans tous les cas, c'est une réussite cette saison. J'aime bien ce que tu dis sur le processus. Moi, j'ai la sensation. Il a utilisé un mot grec de suite. Toi, tu. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation cette année que l'OM a brisé plusieurs plafonds de verre, brisé plusieurs malédictions. La Ligue des Champions, tu t'es remis à gagner des matchs en Ligue des Champions, t'as pas été ridicule. On a été ridicule depuis les dernières précédentes. Les 2 matchs contre Francfort, t'es nul à chier. Oui, on est nul. Mais j'ai pas eu honte une seule fois de l'OM cette année en Ligue des Champions. Le match aller contre Francfort, ouais, j'ai eu de ouf. Non, on n'est pas que sur des matchs qu'on face à City. Par exemple, tu te fais tourner. Ou même l'Olympiakos à l'aller, c'est pas pareil. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas touché le fond qu'on n'a pas été ridicule non plus. Non, mais je trouve qu'en tout cas, l'OM a franchi plusieurs étapes cette saison et c'est un processus qui peut prendre du temps. Rien que le fait de regagner en Ligue des Champions, rebattre Paris, rebattre Lyon chez eux. Pourquoi on les bat, Lyon ? Vous avez vu comme ils sont nuls ? Non, mais je m'en fous. Il y a des fois où ils ont été encore plus nuls, on n'arrivait pas à les battre. Mais je suis désolé, mais moi je peux pas entendre ça, les amis. Mais si. En fait, on veut brûler les étapes. Mais déjà l'an dernier, ils étaient déjà au fond du trou, ils nous prennent 6 points. Mais on a posé 400 millions depuis 5 ans. On a posé 400 millions. C'est que moi, je veux bien, d'accord, en fonction de où on vient, il n'y a pas de souci. Mais l'effectif qui est à disposition, d'accord, les moyens qui ont été mis, d'accord, les matchs que tu as choqués cette saison, on me parle de bilan comptable. Ok, Garcia, ok, elles sont du titre.
Mais au bout d'un moment, il faut recontextualiser les points. Les points ne sont pas une donnée objective, c'est une donnée subjective. C'est en rapport avec l'attraction du championnat, avec l'effectif que tu as à disposition, ta valeur relative par rapport aux autres équipes. Que l'OM soit deuxième et que prenne autant de points cette saison, c'est normal. Gagner à Lyon. Non, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord sur le. C'est normal. Tu as plus de 2 points par match, c'est un rythme de champion normalement. Mais pas du tout. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais non, ce n'est plus un C'est pas rythme. pour rien que les Tudor est le premier entraîneur à prendre autant de points dans l'histoire de l'OM. Enfin, je veux dire, tu as beau dire que c'est une donnée qui est subjective, ça reste factuel, c'est des maths, c'est des chiffres. Mais là, il n'y a pas plus factuel que ça. Les gens ont pris cette. Mais non, déjà, c'est pas objectif. Parce que déjà. Mais bien sûr que si, c'est des chiffres. Mais non, mais justement, les chiffres, c'est une mesure d'un concept établi par un homme. Et sur un parcours qui est eu 7 ou 8 fois sur 10, c'est dans un monde où tu n'as pas un club dopé financièrement devant toi, te permet d'être champion. Ce que Merwan veut dire, c'est que l'adversité change au fur et à mesure des saisons. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aime pas trop juger le total de points d'une saison sur l'autre. C'est parce que le niveau du championnat change d'une saison sur l'autre. Non, mais cet argument, je vous entends, les gars. Mais par exemple, juste en début de saison, moi, j'ai entendu parfois autour de moi, aïe, Nice, vous avez vu ce qu'ils ont investi, Monaco et tout, ça va être chaud le podium cette année. Et là, au final, nous, le podium, on va y finale, on est sûr d'être sur le podium. Quoi. Mais bon. Voilà, alors qu'eux, ils ont investi autant que nous. Alors oui, on pourrait me rétorquer, faut pas regarder ceux qui travaillent mal. Ok, je suis d'accord, mais le fait est que le taf a été fait. Est-ce qu'on pouvait en attendre plus? Peut-être, certainement. Je suis le premier à être énervé par les matchs à la con où on a perdu des points. Mais globalement, ça reste satisfaisant, c'est tout ce que je dis. Mais satisfaisant à quel niveau? Sur le plan du projet, il n'y a pas de souci. Mais cette saison, du projet, oui, tout à fait. Tu es 4e en Ligue des Champions contre Francfort, tu fais une double confrontation, elle est minable. D'accord? Elle est minable. Les deux matchs, ils sont minables, les deux. Oui. D'accord? Donc, qu'on soit clair là-dessus, tu te fais taper par Annecy en Coupe de France. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est scandaleux, Merwan, on est les premiers à le dire que c'est scandaleux. En Ligue 1, tu te fais 2 matchs contre. Regardez ce qu'il faut pour être devant Paris. Il fallait juste gagner contre Strasbourg les 2 fois et Ajaccio. Et t'es premier. C'est tout. Non, mais même ça, mais Merwan, dans une saison, même les plus grands clubs, même des clubs comme City, le Bayern, ils perdent des points contre, je sais pas moi, l'Arminia Bielefeld et Southampton. Tu vois, c'est l'histoire d'une saison. C'est pas des robots. Les mecs. Oui, je suis désolé, les amis, en Ligue 1 cette saison, si ton adversaire c'est Lens, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que Monaco, c'est pas le Monaco d'antan. Lyon, n'en parlons pas. Rennes, n'en parlons pas. Nice, n'en parlons pas. Regardez, comparez les saisons précédentes. La deuxième partie de tableau n'a jamais donné autant de points. Et tu les prends, il n'y a pas de souci. Mais qu'on ne me dise pas, dans une saison où tu te fais taper de toutes les compétitions européennes en novembre-décembre, que tu n'es pas émoussé, que tu as 8-9 jours pour préparer les matchs, que tu tapes des nuls miteux contre Lorient Strasbourg. Non mais Merwan, il y a 2 saisons, c'était même pas du ridicule, c'était pitoyable, Ligue des Champions. Je suis désolé de me satisfaire de 2 pauvres victoires contre Sporting quand tu as été habitué à la merde. Mais tu peux pas passer d'une saison où tu fais 6 défaites en Ligue des Champions et 2 ans plus tard te reprocher à cette même équipe, quasiment de ce même club, de ne pas se qualifier pour les 8e. Enfin, je veux dire. Si, moi je le reproche. Mais non, on est trop. Ça rejoint un petit peu le débat que voulait faire Idriss, c'est que finalement on est peut-être un peu trop exigeant avec ce club qui ne gagne rien depuis 10 ans. Mais comment c'est possible quand tu mets 400 plaques en 4-5 ans avec l'équipe que tu as de se satisfaire du. Mais regardez, on se prenait 6 défaites, déjà c'était en 2014 ou 2015 je crois. Depuis je crois que l'année dernière tu avais gagné à Porto Olympico, je sais plus. T'as fait une victoire, 5 défaites, et la victoire c'est l'UEFA, ils avaient tellement pitié de nous, ils ont donné 2 pénaltys. Ils ont tellement pitié de nous, l'UEFA, ils nous ont dit allez c'est bon, tenez 2 pénaux, vous allez gagner parce que... je suis désolé, regarde, cette saison tu gagnes contre le Sporting qui est réduit à 10, il n'y a pas de souci, moi je les prends les victoires et je les dévalue pas. Mais même dans le jeu, Merwan, les 2 matchs contre Tottenham, tu as montré des choses très intéressantes. Moi je t'accorde juste... Mais oui, je t'accorde juste les 2 matchs contre Francfort qui ne sont pas bons, il n'y a pas de souci, je te reviens sur ça. Et le Sporting, en tout cas, dans l'évaluer, ils font de bonnes prestations en Ligue Europa, ils ont tapé Arsenal aussi. Même au-delà des résultats, dans l'attitude, dans le jeu, tu as montré autre chose, tu as proposé autre chose. Et moi je suis désolé, mais je m'en satisfais. Je dis pas que c'est exceptionnel, mais je m'en satisfais. Mais c'est normal de montrer mieux. Regarde. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que la normalité dans ce club, normalement, c'est la merde. Le ridicule. Mais ça, c'est de la superstition. C'est pas vrai, c'est factuel. Mais non, c'est pas factuel, parce que factuel, ça encore... Mais Merwan, c'est factuel de où? Si tu veux que je te sorte les 2 dernières campagnes de Ligue des Champions, tu verras que c'est factuel. Attends, regarde, quand un joueur rentre à l'Olympique de Marseille, il y a une superstition au-dessus de sa tête qui dit « Tu seras nul en Ligue des Champions ». L'organigramme, il a changé de fond en comble. L'équipe, elle a changé de fond en comble. Tu as mis 400 plaques. Je suis désolé. Quand tu te fais marcher dessus par Francfort, qui a investi 5 fois moins, je suis désolé. C'est pas normal.
Mais ça, c'est l'histoire des clubs français, Merwan, ça, par contre. Oui, tu parles d'un club ça marche pour tout le monde. de Bundesliga. Ça marche même pour Paris qui se fait balader par Benfica Il y a cette une année. malédiction sur les clubs français ou est-ce qu'on est juste nul à chaque fois? C'est une malédiction. Non, on est nuls. Donc voilà, donc on a le droit de faire mieux. Et encore une fois, il faut constater que par rapport aux moyens qu'on a mis, on est sous-performant. Non, moi, je suis pas d'accord. On ne sera pas d'accord. On sera pas d'accord. Je suis désolé, quand tu ne gagnes pas 2 fois contre Strasbourg et Ajaccio, ces matchs-là, on n'était pas en droit de dire on doit les gagner ces matchs-là. Non, mais ces matchs-là n'ont rien à voir avec le projet, la structuration du club, etc. Je suis entre vous deux. Je suis entre vous deux dans le sens où je comprends Merwan, mais je pense que Mathieu a raison, en tout cas sur la lecture du parcours européen. C'est que je sais, oui, le club n'est plus le même, les joueurs ne sont plus les mêmes à part Balerdi, Payet et Rongier. Il n'y a plus aucun joueur qui avait disputé avec des champions 2 ans avant. Donc on pourrait croire que, malheureusement, force est de constater que le complexe d'infériorité que l'on fait face aux adversaires en Europe existait toujours. Et pour ça que j'explique les 2 matchs face à Francfort. Mais par contre, on l'a vu, et pour moi, c'est un de nos meilleurs matchs cette saison, c'est le match retour contre Tottenham au Vélodrome, où en fait on a vu ce qu'on allait voir un peu lors de la deuxième partie de saison, c'est ce manque d'idées et ce manque de réalisme devant, parce qu'on leur marche dessus pendant 1h30. Non, c'est pas vrai, alors pas du tout. Au Vélodrome Et pas du tout, 45 minutes, et derrière, je suis désolé, Tottenham met ses occasions, t'es sous l'eau à la 60-65e minute. Et ça, on l'oublie souvent. Il n'y a pas de souci, on fait un bon match, un bon 45 minutes contre Tottenham, mais tu ne leur marches jamais dessus. Et surtout, ce qui est énervant, c'est que quand on fait des bonnes prestations contre Tottenham, tu as l'impression que tu joues le Real Madrid. Mais c'est là où je voulais en venir. Mais ouais, parce qu'on est l'OM. C'est là où en Coupe d'Europe, on est nul d'habitude. On est nul. D'accord, il n'y a pas de souci. Et ça, je suis d'accord avec toi, ça, personne ne peut le nier. Mais regarde l'équipe que tu as, regarde les moyens que tu mets. Je suis désolé, il y a des équipes qui mettent 4-5 fois moins, qui ont des performances aussi nulles, et ils ne mettent pas autant d'argent. Et là, je suis désolé, on est beaucoup tombé sur Sampaoli la saison de Sampaoli, mais regardez la différence d'effectifs, à quel point tu es beaucoup plus fourni en termes de quantité et de qualité au milieu de terrain et en attaque, et regardez à quel point est-ce que les gens ont été durs sur ça. Ouais, mais on se fait chier les passes et tout. Et regardez ce qu'on produit cette saison. Je suis désolé. Hein. Erwan, je préfère sortir 4e d'une poule avec Francfort, le Sporting et Tottenham que 4e d'une poule avec Galatasaray et je sais plus, il y avait qui d'autre. Pas moi, je suis désolé, je préfère faire un parcours européen quel qu'il soit que de sortir 4e place encore une fois, comme des idiots. Au final, on finit 3e. On finit 3e parce qu'on a connu plus mauvais. Mais regarde, je te le rappelle encore une fois, sur le dernier match face à Tottenham, t'es à une tête de Kolasinac de finir 2e. Mais sauf que ce n'est pas arrivé. Oui, d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on peut pas non plus tirer d'ultra longues conclusions sur le fait de s'être chié dessus et tout, alors que tu es à une action. Encore une fois, je te parle pas, je ne dis pas que tout a été parfait, tout était bon. Je reste insatisfait de notre parcours européen. Je le mets pas dans la case des grands échecs non plus. Parce que quand on regarde la poule, tu joues le vainqueur de l'Europa League, le champion du Portugal, et après un club de première ligue avec tous les moyens que ça inclut. Non, mais surtout les gars, avant la double victoire contre le Sporting, je me souviens de te couper Idriss, mais sur les 15-16 derniers matchs de Ligue des Champions, t'en perds 15. Tu gagnes une fois contre l'Olympiakos. Mais si non, parce que la stat, elle existe au club, Merwan. Froidement. Les gars, bien sûr que ça y joue, Merwan. Vous savez ce que c'est une statistique. Expliquez-moi la représentativité d'une série sous l'OM actuelle et celle d'une équipe qui n'a rien à voir. Mais parce que les joueurs, ils le savent. Dans le vestiaire, ils le savent de une. Et regarde dans ton effectif l'expérience de ces joueurs justement en Ligue des Champions. Quel joueur est un joueur constant en Ligue des Champions de l'effectif actuel de l'OM? Bemba, Guendouzi, il a l'expérience. Je suis désolé. Cet argument. Il avait jamais joué la Ligue des Champions, Guendouzi, avant ça. Prenez l'exemple, ne serait-ce que faites la même chose avec le Sporting. Faites la même chose avec Francfort. Mais il joue plus souvent la Ligue des Champions que toi. Le Sporting, ne serait-ce que le Sporting joue plus souvent que toi. Mais prends les joueurs. Prends-les. On s'est fait tourner par Francfort avec Gina Bimbe et 5 suspendus au match retour. Non mais je suis désolé. C'est qu'au bout d'un moment, les amis, il faut être sérieux. C'est que Nuno Tavares, quand il vient au club, il en a rien à foutre de la série. C'est même pas que le club existait l'année dernière. Il y a plein de joueurs qui ne savent, qui sont même pas au courant de ça. D'accord ? Il faut être réaliste. C'est que tu te fais caca dessus parce qu'il y a aussi des problèmes dans le jeu de l'OM cette saison. Et je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'un club français comme l'OM doit mettre 400 millions en 5 ans et Francfort doit mettre 4 ou 5 fois moins pour avoir des performances, taper une Europa League? Ah, mais ça, c'est les états généraux des clubs français qu'il faut faire, Merwan. Du coup, il faut parler de Rennes, il faut parler de Monaco, il faut parler de Lyon. Ce que fait l'OM n'est pas tributaire de ce que fait Rennes.
l'OM peut agir tout seul et est responsable de sa propre performance. En fait, D'accord. ce que veut dire Ama, Merwan, sur cet argument, c'est que c'est plus Francfort qui surperforme que l'OM qui sous-performe. Mais c'est pas vrai ça, parce que Francfort, c'est pas le seul exemple. C'est les clubs français qui sous-performent, dont l'OM. Et regardez encore une fois, et moi c'est ça qui m'agace, parce que c'est que du football, mais la sévérité avec laquelle on a jugé le parcours de Sampaoli, et je m'entends que ce Sampaoli est un autre, et la manière dont on se masturbe intellectuellement sur ce que produit Tudor, qui est somme toute assez rudimentaire en termes de jeu, et ça je suis désolé, apporter n'importe quelle analyse vidéo, tacticien, il n'y a pas de souci. Derrière, tu n'as pas de plan B dans le jeu. Tu as un effectif, je suis désolé, prenez-le point par point, prenez-le collectivement. Cette saison, il mange celui de l'année dernière. Il n'y a pas une seule fois cette saison où tu as l'impression d'être physiquement sur les rotules, il y a quand même une raison. Et en fait, on se satisfait de ça. Et moi, en fait, il y a deux lectures. Il y a une lecture en termes de projet, et là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est bien, on est deuxième, et ça suffira à dire Tudor, c'est très bien pour la saison prochaine, Longoria, c'est bien, c'est du bon travail. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'avec des investissements historiques de la sorte, avec un effectif de la sorte, on doit se satisfaire de ça. Donc vous avez deux solutions. Soit vous dites, Tudor, il n'a pas tiré 100% de cet effectif parce qu'on a eu les résultats qu'on a eu et on a eu le résultat attendu. Ou on doit taper sur la direction en disant, regardez tout ce qu'on a investi et regardez les résultats finaux. Le problème, c'est que ce sont les deux seuls choix possibles. Parce que ce n'est pas normal de justifier autant d'investissements pour avoir aussi peu de rendement. Ouais, mais moi, dans ta globalité, après, pour conclure ce débat, dans ton raisonnement, pardon, tu parles des investissements globaux depuis... ma courte quoi, mais tu as une autre direction depuis en soi, c'est plus Héros, maintenant c'est Longoria, c'est un autre projet, c'est une autre direction, c'est pour ça que je suis un peu moins, comment dire, je suis un peu plus nuancé que toi sur ça. Je suis désolé, mais cette saison, regarde. Vas-y, conclue Merwan, après on stoppera, mais vas-y, conclue. Tu prends l'effectif de Sampaoli l'année dernière, et je parle de Sampaoli pas parce que Sampaoli, c'est juste parce que c'est la saison dernière, d'accord. Tu le prends, tu le compares ligne par ligne, tu as recruté deux internationaux français, deux internationaux français, Vert et tout. Tu prends Klose, tu prends un joueur confirmé, deux joueurs confirmés Ligue des Champions, Mbemba, Sanchez. Tu compenses entre guillemets numériquement tes lacunes sur les côtés. Je suis désolé, au bout d'un moment, tu dois faire mieux. Et pour le coup, tu fais une saison kiff, voire moins parce que tu fais un moins bon parcours sur le plan européen. Et malheureusement, et dans le jeu, on se paluche alors que tu es une attaque de milieu de tableau dans le jeu, et je parle bien que dans le jeu, et que tu n'as jamais eu de la sérénité cette saison dans un match, quasiment jamais. Donc, pour moi, en tout cas. L'an dernier, la sérénité, c'était pas ce qui transpirait dans l'équipe non plus, tonton. Parce que des matchs où l'équipe adverse avait 21% de possession, mais 3 tirs cadrés, 3 buts, c'est déjà arrivé aussi. Non, mais tu avais beaucoup plus de maîtrise dans le jeu, ce que tu n'as jamais eu sous Tudor. Et le problème, c'est que sous Tudor, c'est qu'en plus, tu es stérile. Après, c'est son choix aussi de ne pas avoir de maîtrise dans le jeu aussi à Tudor parfois. Bah ouais, et je mets pas ça sur la même ligne du AVB maître tacticien qui laisse le ballon à Angers. Je le mets pas sur la même ligne que ça. Mais pour quel résultat? Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Tout le monde dit qu'on se régale cette saison, mais moi, je me régale pas. Objectivement, je trouve que ce qu'on produit, c'est mauvais. Franchement, t'es hyper dur quand même. Très. Moi, je suis d'accord avec toi. On se régale pas, mais ça va. C'est pas non plus. Non. C'est pas mauvais non plus, tonton. Mais non. Les gars, on va conclure. Ça fait 1h30 d'émission. De toute façon, on sera pas d'accord. Ah, ça fait plaisir de retrouver ces petits débats enflammés sur Passe ton ballon, messieurs. Quelque chose à rajouter pour conclure, les gars, rapidement? Allez, il nous reste 1 minute peut-être ou pas du tout. On tient nous demander, je crois que c'est Eric 13015 qui nous demandait des news de l'affaire Pape Gueye. Les gars, vous avez des infos sur ça ou pas? Non, ça, le verdict aurait dû arriver en avril, pardon. J'ai aucune idée de pourquoi ça a été repoussé, ou alors si ça a été donné, si ça n'a pas été communiqué, je sais pas. Ouais, très bien. On restera connecté pour suivre ça. Merci messieurs. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comme on disait hors antenne, et pour vous, nos chers auditeurs, ce sera certainement l'avant-dernière de la saison, puisque la dernière, vous le savez, et certains en ont parlé dans le chat, c'est la fameuse tier list de la saison. Toujours un grand moment, avec les catégories qu'on adore, Renfou, Tarpin Fort, Tarpin Khélé. Voilà. Très hâte de vous retrouver pour cette dernière qui aura lieu au mois de juin, courant juin. D'ici là, portez-vous tous bien. Allez l'OM, je suis content parce qu'on n'a pas prononcé le mot qu'il ne fallait pas, sauf Merwan qui va nous guigner, donc ce sera ta faute Merwan. Oh mais on sera très content de deuxième place même 5 chiffres de tout ça. Écoutez les gars, merci beaucoup et puis on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, salut. Salut tout le monde. Marseillais, écoutez l'hymne boritien. Aux collègues, passe ton ballon. Qu'on la mette au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe ton ballon. Qu'on le mette au fond. Voilà, c'est ça les gars. Bien dit, ça fiston.